Voilà, on est parti. On est parti. Alors, premier avertissement. Ah, c'est grave. Premier avertissement. Tous les conneries que je vais dire, c'est l'état actuel de mes connaissances. Il est temps de mettre ça au point, mais c'est pas... C'est important parce que dans la taille des arbres fruitiers et dans la connaissance des arbres fruitiers, on est encore loin, surtout dans la taille, on est encore loin, je veux dire, de la fin. De dire, c'est comme ça, donc on est encore loin. Donc on est toujours en recherche, et moi principalement, et donc le travail que je vais dire aujourd'hui, c'est un travail, personnel. Mais personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moi, mon observance, mon expérience à moi, mais aussi l'expérience de tous ceux que j'ai lus et de tous les gens autour. Hein, donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un truc bien particulier. Il n'y a rien de plus difficile, si on veut faire la taille, que ça. Difficile dans le sens que le nombre de thèses là-dessus, tous les livres que vous pouvez prendre, des centaines de livres, ils sont tous différents. Tous sur la taille, tout. Donc moi, avec mon petit cerveau, et l'expérience de 45 ans, ce que je veux dire, non, c'est mon expérience, donc, mais ça ne s'arrête pas là. Ça se peut qu'on découvre encore beaucoup d'affaires. D'ailleurs, on n'est qu'au début de ça. Pour vous donner un exemple, qu'on n'est qu'au début, et qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, malgré l'état de la science, là où on est arrivé et tout, on va sur la Lune, on va partout, on marche et tout, mais on ne sait toujours pas pourquoi la sève, elle arrive en haut des arbres qui font 100 mètres. Je vais dire même pas 100 mètres, il y a des arbres qui font 100 mètres, mais je vais dire, disons 50 mètres. On ne sait pas pourquoi, on ne sait toujours pas expliquer le pourquoi. Il y a tout plein de thèses là-dessus. Mais on ne sait pas pourquoi la sève, avec la pression atmosphérique, on sait très bien que l'eau, la sève, elle monte jusqu'à, je ne sais plus combien, c'est pas 15 mètres, quelque chose, la pression naturelle fait monter... 10 mètres 33. Hein 10 mètres 33. Ouais, quelque chose, voilà. Mais comment que ça se fait? Parce que l'arbre, apparemment, n'a pas de pompe, n'a pas de tirage ni en haut, ni en bas, ni rien. Comment que la sève monte? On ne sait pas. Il y a des tas d'hypothèses, on ne sait toujours pas. Ah, c'est pour vous dire que... Alors, je vais vous raconter donc mon histoire, comment je suis arrivé à ça. Donc, on parle de la taille des arbres fruitiers. J'ai commencé à pratiquer le jardinage, donc à l'âge de 30 ans. Avant, je ne savais rien du tout, donc j'ai comme ça. C'est une chance inouïe. Et je m'aperçois que dans la société, des gens qui ont été trop longtemps en école ont un handicap extraordinaire. Des vrais handicapés, plus que les handicapés physiques. Ils ont été formatés, ils ont été bourrés. Et pour sortir de là, c'est terrible. Et moi, tous les vieux jardiniers, ceux qui ont été longtemps à l'école, pour changer, pour comprendre quelque chose, pourtant que la science dit, c'est terrible. C'est comme si on leur enlevait une côte, de dire... Touchez pas aux mauvaises herbes, c'est un péché mortel, c'est quelque chose d'incroyable, rien que pour ça, c'est pour dire que c'est différent. Donc j'ai pas eu, comme je ne savais pas que c'était impossible, j'ai fait tout. Voilà, aussi simple que ça. Donc c'est une chance formidable. Et je pense que dans beaucoup de métiers, ça doit être comme ça. Contrairement à ceux qu'on pense que c'est en allant à l'école très longtemps qu'on va savoir le plus de choses, moi je pense que non. Je pense que, non. Au plus longtemps on va à l'école, au plus de chances qu'on a de devenir bête. Bête et méchant. Et méchant aussi. Dans notre société, au plus longtemps on va à l'école, on voit tous nos chefs. C'est une petite parenthèse que je fais. Ça n'a rien à voir avec la taille des fruitiers. Mais je vois tous les gens qui nous dirigent, maintenant qui nous dirigent dans les usines, dans les bazars, des gens qui ont été très longtemps à l'école, quand on voit le résultat, c'est quand même pas terrible. Je veux dire, c'est assez horrible quelquefois. Donc, ça, c'est une parenthèse. Mais dans tous les domaines, je pense que c'est comme ça, et dans tous les domaines, donc il faut faire la révolution dans le sens qu'il faut réapprendre, se réapprendre sans avoir réaffait, et refaire nous-mêmes. C'est-à-dire, comme un jardin, avant, qu'est-ce que c'était un jardin? Et les agriculteurs, c'est encore pire. Le jardin, il y avait encore un petit peu d'intuition, un petit peu de... Chacun faisait encore un petit peu, il y avait encore quelques différences. Les agriculteurs, même plus, on leur donnait un plan, pour mettre ça à telle date, on peut tel herbicide, tel pesticide, tel récoltateur. C'est devenu, c'est horrible, pire que les prolétaires d'avant dans les usines. Donc c'est ça. Donc il faut retrouver notre savoir. Alors, donc j'ai commencé comme ça à l'âge de 30 ans, à faire du jardin, que je ne connaissais rien, donc j'ai commencé comme ça. Alors, j'ai fait la permaculture avant que la permaculture existe. Je faisais déjà, c'était déjà, comme je suis très, je veux dire, alternatif dans le sens que les fraternités d'ouvriers, c'est un mouvement
alternative, quoi, hein, éducation à la société, à la citoyenneté, pour faire des citoyens responsables, donc citoyens pensants, pluralisme, enfin, machin, c'est faire autre chose que ça. Donc quand je voulais faire du jardin, c'était sûrement pas, à l'image de nos parents, de nos grands-parents, un jardinage, c'était bon, pas une mauvaise herbe, pas un arbre, ça existe encore beaucoup de maintenant d'ailleurs. Hein. Il y a des tas de sociétés, dans le nord de la France et partout, on ne peut pas mettre un arbre ni un arbuste, hein, c'est interdit par le règlement de machin. Hein. On peut pas mettre une mare, on peut pas. Enfin, c'est tout plein d'interdictions. Sauf pour l'herbicide, pesticides, eau de javel, ça, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, donc comme c'était alternatif, j'avais dit, je ne vais pas faire du jardin, comme machin. Surtout que, quand j'étais petit, j'ai fait du jardinage, mais ce n'était pas du jardinage. Mon père m'envoyait quand il s'agissait d'aller brouter du purin, ou d'aller tirer mon blé, ou de faire tous les corvées. Ah, ça c'était pour les enfants, pour les machins. Donc j'avais même plutôt une haine pour le jardinage, je ne voyais pas. Mais quand j'ai commencé, donc un groupe qu'on a commencé ici, jardinage fraternité ouvrière, c'était jardinage biologique. Donc on a commencé on a acheté quelques livres, on s'est regroupé quelques-uns. Bon, ça paraissait tout à fait alternatif, autre, hein, sortir de ce carcan, de ce truc, arrêter de polluer, manger des bons légumes bio, enfin, c'était tout. Donc j'ai commencé le jardin comme ça, ensemble en faisant après ma culture, petit à petit. Mais rapidement, après quelques années, il y a un problème qui s'est tout de suite présenté. Donc, permaculture ou jardinage bio, c'est faire une chose la plus importante, indispensable, c'est créer un microclimat dans le jardin. C'est-à-dire, c'est mettre des arbres. On ne sait pas faire, alors qu'avant c'était banni, c'était même là. La source d'abord, un jardin, c'était des fruitiers, faire rentrer les fruitiers avec les légumes, avec les plantes condimentaires, c'était un ensemble, c'était tout, c'était une création, c'était d'abord se sentir bien. Donc les gens devaient retrouver leur créativité et faire dans le jardin, même un petit jardin, mais faire quelque chose eux-mêmes. Et un cadre, pas un cadre qui était imposé de l'extérieur, mais un cadre qu'eux-mêmes faisaient, qu'ils choisissaient, dans lequel ils se sentaient bien. C'est la première chose. Hein. Même si on fait un jardin et qu'on n'a pas envie de récolter aucun fruit, pas légumes, on peut mettre des fruits, des légumes, faire un machin, rien que se promener, un truc qu'on a fait, qu'on se promène dedans, dans lequel on se sent bien, et tout ça. Donc c'est ça, parce que il paraît que 90% des maladies, ils viennent de la tête. Donc il n'y a que 10% qui est organique. Donc quand on est dans un milieu bien, qu'on en fait, qu'on se sent bien, c'est incroyable. Hein. Ça veut dire que à ce moment-là, on peut faire tous les conneries qu'on veut. Donc 90% des gens c'est guéri, donc on peut s'acheter des grands paquets de cornets frites avec de la mayonnaise, sans taper. Pour le moral, il n'y a rien de meilleur que ça. Hein. Bonne bière bio, surtout que bière bio, maintenant, comme c'est bio, on peut en boire autant qu'on veut. Bière bio, je suppose qu'ils vont venir avec de la mayonnaise bio, mais j'ai déjà essayé la mayonnaise bio, c'est très bon. Hein. Les frites bio non plus, ça ne doit pas être très bon. Donc mais je veux dire, le moral, c'est d'abord ça. Faire un jardin, c'est d'abord faire un lieu, un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on se détendu, reposé, qu'il n'y a personne qui nous donne des ordres, dans lequel on se sent bien, tout ça, et qu'on peut voir les fruits comme ça. Je rêvais dans ma jeunesse, moi, l'Éden, hein, l'Éden, le paradis terrestre, c'est votre tout le monde. Rêver, c'était promener dans un endroit, dans un jardin, où j'avais qu'à ouvrir la bouche et que les fruits tombaient dedans. Donc c'était. Et je pense qu'il y a un rêve comme ça. Ah ben, c'est possible de réaliser maintenant. Avant, pas. Avant, c'était tout formaté, tout des machins. Maintenant, bien. Et il y a toutes les techniques. Et ce qui est formidable, c'est que comme la science, je veux dire les scientifiques, les machins qui ont aussi, ils ne sont pas tous cons. Hein. De temps en temps, hein, qu'il y a un virus là, qui fait muter, hein, et tout à coup, ah ben, toute la science et tout ce qu'on découvre va dans ce sens-là. C'est-à-dire l'anarchie. Mais l'anarchie, c'est pas l'anarchie, ça peut être politique, ça peut être. L'anarchie, c'est pas révolutionnaire, c'est pas mettre des bombes, c'est pas le machin. Hein. La doctrine anarchiste, c'est pas d'autorité, pas de machin. Chacun fait un équilibre entre les gens, un amour et tout ça. Hein. Donc c'est pas le bazar. Hein. C'est la non-violence, c'est tout ça. Et donc j'ai trouvé tout ça. Donc le jardinage comme l'agriculture, c'était plus une guerre sans fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les termes de jardinage, c'est incroyable. Hein. C'est la guerre, hein, sans arrêt. Hein. Ah, c'est la guerre contre les mauvaises herbes.
c'est la guerre contre les insectes, c'est la guerre. Mais c'est une guerre incroyable, avec tous les produits pour tuer tout. Hein. Donc c'est d'une violence. C'est parce qu'on s'en rend pas compte, on est dedans, mais c'est d'une violence formidable. Donc, il fallait sortir de ça. Sortir de ça, ça voulait dire, comme la permaculture l'indique, respecter tout ce qui est vivant. Respecter tout ce qui est vivant. Partager avec tout ce qui est vivant. Ouais, mais ça change tout. Partager avec qui? Bon, partager, bon, je veux dire, avec les vers de terre. Bon, ça fait. Bon, partager avec les vers de terre, ça va quoi. Pour partager avec les cloportes, avec les mains. Il y a déjà des choses qui posent problème, avec toutes sortes de bébêtes. Ouais, il y en a. Puis partager, respecter les mauvaises herbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à coup, l'ennemi, c'est les mauvaises herbes, c'est l'ennemi des cultures, le machin. Scientifiquement, on sait maintenant que c'est pas vrai. Que les associations, les mauvaises herbes font que la production est plus importante que son... Enfin, maintenant, la science, des gens, et ça va dans le sens, on découvre qu'il y a là tout un monde qu'on est passé à côté, et qui revient, avec des techniques, avec des machins, que tout le monde peut appliquer assez simplement. Assez simplement. Que tout le monde peut apprendre. Donc, alors, on est arrivé, tout à coup, le problème qui se posait, c'est... Donc, j'ai mis des arbres, j'ai mis des plantes, j'ai mis comme ça, plus ou moins. Hein, donc, j'ai tout appris à fur et à mesure, comme ça, plus ou moins. Le problème, c'était que tout à coup, il y avait des arbres qui sentaient tellement bien, hein, vu que on ne touche plus à la terre, on ne laboure plus, on met du compost dessus, la terre devient de plus en plus riche, hein, fertilisant. Et les herbes, d'ailleurs, on le voit, celui qui promène, à qu'à voir la taille maintenant de... Moi, je suis étonné, tous les ans qu'on sort la taille de... Cette année de l'ail des ours, des orties, des machins, ça prend de l'égopodes. Tous les ans, on dit, mais c'est pas une nouvelle variété, les gens me demandent, c'est nouveau. Ben, je dis non, c'est les mêmes variétés. Tous les ans, ils augmentent de volume. Ils augmentent, ça devient géant. Rien qu'avec la vie du sol et respecter le... Mais le fait que des arbres se prennent au sérieux, tout à coup, ils se prennent au sérieux, et puis, voilà, ça commence à faire de l'ombre, trop d'ombre, et pour les légumes, au pied, parce qu'il faut... Chacun a besoin de la lumière, Aucune plante n'aime bien le soleil direct. Ça, c'est quelque chose. Le soleil c'est la principale cause de l'érosion dans le monde. Dans le monde, c'est la principale cause de l'érosion. Quand la terre est soumise au soleil directement, sans protection, la terre, elle est tuée, la vie du sol est tuée sur une épaisseur de 10 cm. Donc, plus que le vent, ou que la pluie, ou tout ça, qui est source d'érosion, c'est le soleil direct. Mais on a besoin de lumière. Donc, la lumière diffusée, c'est pas nécessairement le soleil. Donc, et la mi-ombre et tout ça, on a besoin. Donc, il fallait trouver ce truc. Donc, il a fallu tailler, rationaliser, parce qu'il y a des arbres qui prenaient le dessus, surtout, qui prenaient trop d'ombre, il n'y avait plus moyen de faire. Et surtout qu'au fil des années, les plantes devenaient de plus en plus importantes, les arbres devenaient de plus en plus importants. Alors, j'ai eu comme ça, j'ai pensé au bonsaï. Vous savez, les bonsaïs, pour maintenir les arbres petits, hein, ils coupent le haut, mais ils coupent aussi, quelquefois, ils tirent les racines. Mais surtout, des petites tailles répétées, des bourgeons terminaux du machin, ça arrête la progression. Puis j'ai pensé à ça, et j'ai dit, tiens, si, je vais essayer, je vais voir si ça marche sur les arbres fruitiers, sur les arbres que ça. Et comme par hasard, ça a marché. Donc, premièrement, il y avait un principe que j'ai toujours trouvé bien. Un bon jardinier doit être un jardinier paresseux. Et toujours travailler dans des bonnes conditions. Comme je suis un ancien syndicaliste CGT, tout ça, ça me plaisait bien, à travailler le moins possible et dans des bonnes conditions. Là, pour un militant syndical, pas de problème. Et pour finir, mais ça se révèle vrai dans la vie. Donc c'est pas toujours être paresseux, ça veut dire observer beaucoup, pas intervenir tout de suite, et on s'aperçoit de beaucoup de phénomènes. Et donc j'ai appliqué ça pour les arbres fruitiers, mais comme ensemble, un bon jardinier permaculture, c'est un jardinier en pantoufles. On a découvert ça tout. Vous n'avez pas besoin, comme avant, des bottines, des bottes de jardinier mettaient, je ne sais pas si vous avez vu tout le bazar. Ben non. Jardinier en pantoufles. Pantoufles, donc tout le monde sait comment c'est une pantoufle, hein, vraie pantoufle. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas aller travailler en pantoufles, il ne faut pas y aller. C'est un critère très simple. Hein. Ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire pas réunies, ça veut dire que là, c'est trop mouillé, il faut mettre des bottines, il faut mettre des bottes. Ben non, c'est pas bon. Pour la terre, ça tue la vie. Donc il ne faut pas y aller.
c'est bon. Donc, de ce fait-là, pour traiter les arbres fruitiers, après j'ai vu que c'était de plus en plus juste, j'ai dit la synthèse sur plusieurs années, j'ai vu que c'était juste, qu'il fallait aller traiter les arbres quand il faisait bon. Jamais quand il faisait mauvais. Quand il faisait mauvais, faire des tailles, faire des coupes, des machins, ça rend les arbres malades, c'est l'introduction des maladies à champignons et de tous les trucs. Ça s'est révélé de plus en plus juste. Et puis tout doucement, donc on ne peut jamais travailler dans des mauvaises conditions, aussi bien pour les légumes que pour les arbres. Hein. Jamais travailler dans des mauvaises conditions. Mais par exemple, de là, on fait des serres de semis. Par exemple, des endroits, arranger des vérandas, des serres de semis, où on fait dans des bacs, dans des pots. Parce que là, on peut travailler tout le temps. Quand on ne sait pas travailler dehors, ça n'empêche pas de travailler dans des pots, de faire des godets, donc de travailler, de mieux partager son temps de travail. On ne sait pas aller dehors, mais ça n'empêche pas, par exemple, les haricots. Mais si haricots dans un godet, voilà, je mets que c'est le moment, là, et puis ils poussent dans des bonnes conditions à l'intérieur, puis je les sors, et puis après, quand ils ont la place, ils vont dehors. Mais en attendant, parce que s'il faut faire tout, attends, par ici, le beau temps, pour commencer à travailler le jardin, alors, il y a des années, on peut rester dans son lit, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, mais tout ça, ça va ensemble. Alors, j'ai vu aussi, donc, que quand on travaille, donc j'ai commencé à tailler, comme ça, pincer, comme on faisait le machin. Et j'ai vu que ça marchait. Comme je suis un jardinier paresseux et en pantoufle, aussi, il était marqué dans les bouquins, là, tout ce qui a atteint l'oïdium, le bazar, il faut... Je dis c'est une guerre perpétuelle. Chaque jardinier devrait avoir comment, pendant la guerre, là, ils mettent des bonbonnes avec des lance-flammes. Il faudrait un lance-flamme que ça dit, parce qu'il était marqué, il faut détruire tout ça par le feu. Moi je veux bien, avant, du temps des sorcières, de temps en temps, on brûlait une femme par le feu, hein, pour comprendre aux autres qui devaient se taire, hein, mais cette époque-là, je veux dire, malheureusement, elle est finie, on ne peut plus brûler de temps en temps une femme comme ça par le feu. Bon, ça ne me plaisait pas tout ça. Hein. Par le feu, donc je dis, bon non, le feu, hein, ou bien pas mettre sur le corps. On dirait que c'est la peste tout ça, hein, c'est malheureux, blanche qui ont été atteints par les champignons, que ça va être une déferlante, qu'on va tous être malades, ben non, donc, comme je suis paresseux, j'ai coupé les parties malades des arbres, et puis je les ai mis au pied. Tout simplement, je les ai mis au pied. Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'il y avait des arbres qui étaient pas mal malades. Avant, c'est rare, il faut déjà trouver, maintenant, il faut déjà y aller. Tout à coup, j'ai trouvé que les arbres se régénéraient tout seuls. Donc, en mettant les trucs. Alors, j'ai été plus loin, étudié, tout ça. Alors, j'ai vu, c'est le principe du vaccin, comme pour les humains. Le principe du vaccin, les parties malades, on soigne les gens, on les réinjecte. Voilà, donc les parties malades. Et puis aussi l'homéopathie, parce que, comme on met au pied, pour l'homéopathie, ce qui guérit, c'est trouver la dilution juste. Un peu soigné. Ah ben, selon les pluies, selon ce que ça rentre, tout à coup, ça durait quelquefois une semaine, 2 semaines, 1 mois, hein, selon tout plein de critères qu'on ne sait pas encore, parce que tout ça n'est pas encore bien étudié, examiné, loin de là. Hein, je veux dire, loin de là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'ai vu qu'on fait ça, hein, on se méfie de ça. Ah ben, ici, ça marche, parce que ça fait 25 ans au moins que je fais ça, il y a des gens, d'autres gens adoptés. Donc, les parties malades au pied, les principes du vaccin, et les herbes se soigne tout seul, se fait. Donc il n'y a pas besoin de brûler, de faire tout ce que... Alors, après ce que j'ai compris aussi, ce que j'ai vu, une des constatations, qu'il fallait attendre le moment de la taille. Et j'avais pas encore lu Lorette. Il y avait un professeur, vous voyez, tout existe. Hein. On invente rien, enfin on invente si, on peut réinventer, mais il y a beaucoup de choses qui existent. Lorette, qui était professeur d'horticulture ici à Lille, et tout ça, avait préconisé dans les années 1850, donc il y a longtemps, que la taille d'été, pas touchée aux arbres l'hiver, mais la taille seulement quand il faisait bon, on a appelé ça la taille Lorette, c'était beaucoup plus favorable pour la production, moins de maladies et beaucoup plus de fruits. Et de cette époque-là, ça devait être dur, parce que le mec a tellement été attaqué, humilié, fait par ses congénères et pas tout ça, qu'il a dû s'expatrier au Canada. Et donc la méthode est revenue. Hein, donc il y avait un vieux livre qu'on a retrouvé encore sur la taille Lorette, et cette méthode est revenue après, il y a au moins 100 ans et donc j'ai trouvé un de ces vieux livres de la taille Lorette, et ça correspondait. Donc pas de taille en dehors seulement quand il fait bon. Alors seulement quand il fait bon, de par la pratique que j'ai, c'est pas avant fin mai. Alors, parce que j'ai amélioré. Alors qu'est-ce qui se passe avant, comment donc pas touché avant fin mai. Ce n'est qu'en fin mai, comment on voit que les arbres se comportent.
même à l'intérieur, ben c'est comme, je dis, c'est comme frères et sœurs, même à l'intérieur d'une même variété, donc dans chaque famille, il peut y avoir 10, 15 enfants, issus du même père, d'une même mère, ils sont tous différents. Même si quelquefois ils ont les mêmes traits, hein, bien souvent d'ailleurs. Ils ressemblent physiquement à leurs parents, mais intérieurement, la famille, chaque enfant est totalement différent. Hein. Mais il y en a quelquefois que c'est incroyable, hein, à l'intérieur d'une même famille. Pourtant, ils ont subi la même. Ah ben, pour les arbres, pour tout ce qui est vivant, c'est la même chose. On a l'impression, pour les semences aussi, pour les légumes et tout ça, c'est moins visible. Mais pour les arbres, c'est plus visible. Donc, à l'intérieur, on peut mettre les mêmes arbres et machin. Ils ont tous un comportement différent. Chacun a une personnalité. Ça, c'est nouveau. Parce que avant, on ne connaissait pas ça. C'était quelque chose d'anonyme. Hein, les arbres, bon. Maintenant, on commence à connaître que les animaux, que les chiens ont une personnalité, tout ça. Mais on est loin encore de ça, mais on commence à comprendre que tous les légumes, les plantes, tout ce qui vit a une personnalité et est différent de celui qui est à côté. Donc, à l'intérieur de même. Donc, comment on voit ça? Parce qu'on peut mettre là 50 pommiers, ah ben, on voit que ces 50 pommiers poussent d'une façon différente. Plus ou moins dans la même... poiriers, là aussi, mais tous différents. Ils ont une certaine forme, les poiriers ont plus tendance à pousser verticalement que les pommiers, mais ils sont quand même, chacun l'un à côté de l'autre, même de la même variété, ils sont différents. Et on sait le voir que à partir de fin mai. Alors, quelle importance ça a? C'est la plus grande importance pour la taille. Parce que si on laisse pousser, si on observe, donc pas intervenir avant fin mai, juin, quand il fait bon, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on voit comment les arbres, et chacun individuellement, comment chacun veut pousser. Il y en a horizontalement, verticalement, de tout. Là, on le voit. Si on respecte, on peut même tailler, mais si on respecte, sur la taille, la façon dont l'arbre veut pousser, c'est déjà beaucoup de maladies, de toutes sortes de déséquilibres en moins. Parce que s'il veut pousser comme il veut, il va être beaucoup en bonne santé. C'est exactement comme les humains. Si on les force à pousser, les humains, à vivre comme ils ne veulent pas, ils vont se rendre malades. C'est évident, c'est clair maintenant. Pour les arbres, c'est juste la même chose. Donc toutes les formes bigarrées, non pas bigarrées, attachées, fermes, tout ça, ça ne marche pas. Ça marche, mais avec pesticides, hein. Sinon, tous les arbres sont malades. Hein. On ne sait pas, hein. Donc ils font des trucs, mais on ne saurait rien avoir comme ça avec des arbres qui sont forcés de pousser tel qu'on veut. On est obligé d'utiliser des produits. Tandis que si on laissait les arbres pousser de façon, on diminue de beaucoup. Je dis qu'il n'y aura plus du tout de maladie, mais on diminue de beaucoup. Alors, donc ça, respecter la taille, ouais, donc couper, mettre au pied. Donc, alors, je me suis aperçu aussi que par rapport aux pucerons, par rapport aux maladies à champignons, donc au idiome, tablure et tout ça, ce n'est qu'à partir de fin mai qu'on le voit réellement. Les pucerons n'apparaissent jamais avant qu'il fait bon, donc c'est maintenant. Donc depuis une semaine, quand il fait bon, ça commence à changer. Et même pas toujours. Il faut attendre que ça se passe. Les maladies aussi, l'oïdium, par exemple, le blanc, hein, c'est le blanc au bout. C'est sur les nouvelles pousses de l'année, ça apparaît aussi partout. Alors, si on taille avant, si on intervient avant l'apparition des déséquilibres ou des pucerons, on n'a plus de moyens concrets, matériels, organiques, de lutter. On est obligé alors d'employer ça peut être des pulins, ça peut être toutes sortes, mais on est obligé d'intervenir. Tandis que si on attend à ce moment-là, par exemple, c'est clair, il y a des pucerons sur un arbre, souvent maintenant les groseilliers. Maintenant ça commence les groseilliers, les feuilles sur le croqueville, là, les nouveaux sujets, tout ça. Il suffit de pincer le bourgeon terminal. On peut faire plus, hein, si on désire plus. Hein. Si l'arbre est mieux haut, on peut couper plus. Mais le fait, rien que le bourgeon terminal, ça change la composition de la sève, et les pucerons, ils meurent de faim. Il n'y a plus, c'est fini. On ne doit pas tuer les pucerons. Vous avez une bonne remplie de pucerons, coupez, mettez au pied. Tous les pucerons là meurent de faim, et il n'y en a plus d'autres qui vont le monter dessus. C'est fini. Rien que ça. Donc pour les pucerons, c'est clair. Pour l'oïdium et la tablure aussi. Donc il faut attendre que ça se passe à ce moment-là pour faire justement le vaccin et l'homéopathie. Si vous intervenez, si vous coupez avant que ça n'apparaisse, ça va apparaître après, vous n'aurez plus l'occasion mécanique de le faire. Donc en une fois, la taille fait la forme de l'arbre, la lutte contre les pucerons, la lutte contre les maladies. Alors,
on s'est aperçu aussi, mais ça, Laurette l'avait déjà dit avant, que la taille d'été, donc quand il fait bon, uniquement en taille d'été, entre fin mai et généralement fin août. Mais généralement, maintenant, on a des mois de septembre, beau. Donc ça peut être, tant qu'il fait bon, donc ça peut être jusqu'au 15 septembre, et même jusqu'à fin septembre qu'on peut intervenir. Le fait de faire à ce moment-là, pas seulement une fois, hein, s'il y a des arbres très vigoureux, on peut le faire plusieurs fois au cours de l'été. Que les tailles d'été, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre le principe, mais il a fallu un siècle pour le comprendre. Plus un arbre est faible, plus il est productif. C'est très difficile à comprendre. Je veux dire, ça va à l'encontre de tout. Bon, j'ai mis des années avant de comprendre cette histoire-là. Et avant, et toute la théorie, encore maintenant, on faut d'abord faire la taille de l'arbre, rendre l'arbre costaud. Hein, et même, quand il y avait des fruits, on disait qu'il fallait tirer les premiers fruits, quand ils venaient, tirer les fleurs, les fruits, tout ça. Et puis, ouais, le problème, c'est que maintenant, on sait, ça c'est absolument sûr, plus un arbre est faible, faible, ça ne veut pas dire malade, hein, plus un arbre est faible, plus il est productif. Et la taille d'été, c'est ce qui rend les arbres le faible. Les tailles d'hiver renforcent les arbres. Mais ça peut être dans le cas 1% des arbres. Ça peut servir de savoir. Hein. Quand on a un arbre qui ne pousse pas bien, qui est trop faible, enfin il y a des autres manières aussi, mais quand on a un arbre qui n'est pas faible, on le taille en hiver, et quand il va repartir plus fort. C'est un des moyens de sauver un arbre qui n'est pas bien. Mais la plupart des arbres, donc c'est taillé en été, et donc ça diminue aussi d'un an la transformation des boutons à bois. Donc l'arbre fait des boutons à bois, quand il fait ça pousse, il fait des boutons à bois, et c'est la taille qui fait que le bouton à bois se transforme en bouton à fruits. Alors, la taille d'été fait que, par exemple, pour les pommiers, on gagne 1 an. Au lieu de 2 ans pour le transformer, on n'a qu'1 an. Pour les poiriers, au lieu de 3 ans pour transformer un bouton à bois en bouton à fruits, il n'y a plus que 2 ans au lieu de 3 ans. Et un peu comme ça pour tous les fruits. Donc la taille fait qu'il y a plus. Et donc ça rend les arbres aussi faibles. Donc on peut intervenir au cours de l'année quand ça repart. Parce qu'il y a des arbres qui sont, normalement, selon les variétés, beaucoup plus costauds que d'autres. D'autres, il n'y a quasiment pas de taille. Ils poussent tout doucement, comme ça, il n'y a presque rien à faire, ou même rien à faire. Il y en a d'autres qui demandent à pousser. Donc il faut intervenir, même quelquefois, tous les mois et demi, hein, parce qu'on coupe, on coupe les bourgeons terminaux. Hein, donc on coupe les bourgeons terminaux, au moins ça. Mais on peut couper aussi, quand ça parle, les machins verticales, on peut aussi l'abattre plus fin. Hein. Voilà. Alors, comment ça se fait donc c'est vrai, la taille comme ça, d'été, pour les jardins. Donc pour les jardins grands et petits. Quand on veut avoir tout dans le jardin. Mais on n'est pas toujours obligé de tailler les arbres. Hein. Alors comment qu'ils taillent, comment on n'est pas. Mais ça c'est l'espace. Les gens qui ont beaucoup d'espace peuvent faire des vergers avec des hautes tiges, des demi-tiges. Là il ne faut pas y toucher. Donc je parle tout des basses tiges ici, hein, des arbres faibles. Alors comment qu'un haute tige ou un basse tige, lui ne demande pas. Parce que si on taille, on n'a jamais de fruits. Avec les hautes tiges et les basses tiges. Qu'est-ce qui fait qu'il y a les fruits? Ah ben, c'est les années, c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus longtemps. Hein, des hautes tiges, quelquefois 8 ans, 10 ans, 12 ans pour se mettre à fruit. Ils se mettent à fruit quand les branches deviennent horizontales, proches de l'horizontale et très longues. Parce que la sève azotée, alors n'arrive plus vraiment très fort au bout des branches. Et donc, ça devient, donc le bout des branches des arbres comme ça, libres, deviennent faibles. Et c'est comme ça qu'alors qu'ils commencent à faire des fleurs et puis des fruits. Sinon, quand un arbre est trop fort, trop costaud, trop nourri, trop bien portant, d'abord il ne fait pas de fleurs. Ou bien s'il fait des fleurs, les fleurs, ils font ce qu'on appelle la coulure. Donc ils sont pollinisés, mais le fruit ne vient pas. Donc, ou bien alors ils ne sont même pas visités par les abeilles, par les boutons, par les machins, parce que leurs fleurs n'ont pas assez de nectar. Non, c'est pas assez sucré. Ah, donc tout va ensemble. Alors que donc, la science rejoint le truc, parce qu'un arbre faible produit des fleurs qui sont beaucoup plus riches en nectar et en machin, donc pour les abeilles, pour les bourdons, pour être pollinisés. Et c'est ceux-là qui vont être pollinisés. Parce qu'à un moment donné, les spécialistes l'ont demandé comment ça fait que les abeilles
connaissent les fleurs qu'il faut polliniser et celles qu'il ne faut pas polliniser. Après, on a vu, avec l'examen, que c'était, eux savent les fleurs qui ont visité, les fleurs les plus... Et donc les autres, ils ne vont pas perdre leur temps, parce qu'ils savent que les fruits ne vont pas arriver au bout, les fleurs ne sont pas assez costauds, mais c'est par la faiblesse, c'est pas par la force. C'est quand les arbres sont faibles qu'il n'y a pas excès d'azote. Donc, quand un arbre il pousse, quand on n'a rien fait, ce qui va, c'est une sève très liquide, très azotée. Donc, qui monte et qui va jusqu'en haut et qui fait pousser le bois, qui fait pousser surtout verticalement. C'est ça. Quand on pince les tiges, quand on coupe les tiges verticales surtout, c'est comme si on désamorçait une pompe. Donc, alors, la sève, elle ne va plus jusqu'en haut, on a arrêté une pompe, mais la sève continue à monter, mais alors elle est élaborée, elle est photosynthétisée par la nature, par le machin, et donc, alors cette sève très azotée, liquide, arrive beaucoup moins puissamment aux branches faibles, et donc de ce fait-là, ils se mettent à fleurs, ils se mettent à fruits. Donc c'est quelque chose qui va... Je ne sais pas si vous ne comprenez pas bien, parce que ça, c'est la base de tout. Donc c'est un arbre faible qui fait, là, s'il va trop fort. Il y a beaucoup de moyens de rendre les arbres trop forts faibles. Par exemple, un des moyens, et même maintenant, il y en a qui profitent de tout. Dans le commerce, les grandes exploitations de vergers, les grands vergers, tous les 3 ans, maintenant il y a les machines, avant ils ne savaient pas le faire. Il y a les machines qui font, avec les machines qui secouent, là. Ouais. Donc ils ont le moyen, ils prennent les machines qui secouent, avec les jeunes arbres, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils les tirent, et puis on les remet dedans, et puis on les remet, on les replante. Donc, vous pouvez faire la même chose si un arbre, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, un arbre bastige n'a pas fait de fruits ou pas de fleurs, c'est qu'il pousse trop fort, ou bien naturellement il pousse trop fort, il n'y a pas de fleurs, pas de fruits, c'est ça que vous pouvez faire. Le déterrer et le remettre. Le fait qu'on fait ça, on coupe son alimentation, bien sûr. L'année qui suit, il ne va plus avoir que peut-être le tiers, la moitié de son alimentation. Et le fait qu'il puisse aussi alimenter, il va se mettre à fleurs et à fruits. C'est d'époxy de l'année qu'on peut faire. Pardon? Non, pas, donc ça, si on fait ça, donc si on remarque ça, alors il faut faire, au mois de novembre. Le meilleur mois, c'est le mois de novembre. On pourrait faire tout l'hiver, je veux dire de novembre jusqu'à mars. Mais c'est novembre le meilleur moyen pour faire ça. Il faut avoir repéré pendant l'année ceux qui ne font pas... Mais il faut aussi un peu de patience. Selon les variétés, il y a des arbres qui peuvent mettre un peu plus longtemps les uns que les autres. Ça, c'est en appréciation. Gilbert, ce principe, c'est surtout pour les fruitiers à pépins que tu exposes les couleurs. Est-ce que c'est valable pour du cerisier, du oui, tout ça, oui. On peut pincer des Alors, avant, on croyait, on disait pas pincer tous les herbes à noyaux, pas toucher, pas de taille, pas rien. Mais maintenant, bien, moi j'ai fait, d'autres ont fait. Donc, à partir de, quand ils sont tout jeunes, c'est même comme ça qu'on empêche des pruniers, des cerisiers. Il faut d'abord prendre bastige, les plus faibles possibles au départ. Sinon, on n'arrive pas. Mais maintenant, en pinçant, par exemple avec les figuiers, ça marche bien, avec beaucoup, ça marche bien. Donc en pinçant tous les ans, on arrive à avoir des cerisiers, je veux dire qu'ils font 3 à 4 mètres, pas plus. Mais il faut les tailler tous les ans, et donc ils portent... j'ai vu maintenant des machins commerciaux, des firmes commerciales qui le font, tous des cerisiers, des pruniers qui font pas plus que 3 mètres, 3 mètres 50. Mais pour ça, il faut les tailler en été, juste après la récolte de cerises. Il faut empêcher de partir pour qu'ils renouvellent toujours leur bois et qu'ils ne partent pas pour rien. C'est pas des tailles, c'est pas des pincements qu'on va faire en juin aussi. Donc on va attendre la fructification là. Sur des cerisiers, sur des pruniers, on va pas les pincer au mois de juin ou au mois de juillet. Si, mais en condition de laisser tous les fruits. D'accord. Donc on peut tailler fin mai, les cerisiers, les pruniers, les pommiers, tout ça, mais justement c'est pour ça. C'est la taille qui fait le moins de dégâts. Parce qu'on voit l'arbre, on voit ce qu'il fait, les fruits sont déjà là. Donc le principe, c'est de ne pas toucher aux fruits. Au plus vite un arbre fait ses fruits, il y en a maintenant, vous prenez un jeune arbre là, il y a 2 ans, vous plantez dans votre jardin, souvent l'année d'après, pomme poil, il y a déjà quelques fruits. Avant on disait, il faut tirer ça parce que ça va déséquilibrer là. Ben non, c'est le contraire. Au plus vite il y a des fruits, au plus vite l'équilibre se fait entre la pousse du bois, des feuilles et le fruit. Parce que l'arbre doit alimenter ses fruits, donc il pousse déjà plus faiblement, vu qu'il doit alimenter ses fruits. Donc au plus vite, cet équilibre est atteint en plus. Mais,
Ça va très loin, parce qu'on ne pensait pas que l'arbre était, je veux dire, aussi intelligent. On sait maintenant que l'arbre est intelligent pour beaucoup d'affaires et qu'il sait réguler lui-même sa production. Quand il y a trop de fruits, il les fait tomber. Quand il n'est pas assez costaud pour nourrir les fruits qui viennent, il les fait tomber. Par exemple, donc, tout jeune, là, ah ben, les fruits viennent, les fleurs, puis les fruits, et puis il ne faut pas être étonné, vous dites, ils tombent. Ah ben ouais, c'est que l'arbre, pour employer, c'est difficile de parler le langage arbre, peut-être dans l'avenir, hein, mais pas, l'arbre, il fait tomber ses fruits. Alors, ça a posé des problèmes, parce qu'on a mis au point, vous savez, l'industrie, elle fait tout, le commerce, il fait tout, on a vendu des hormones pour pulvériser, pour avoir beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, et puis, quand il y en avait, bien sûr, ça donnait beaucoup de trop, et puis la même firme vendait les trucs pour faire tomber les fruits, parce qu'il y en avait trop. Hein, mais ça a posé certaines années des graves problèmes, parce que c'est maintenant, le mois de juin, et le mois où l'arbre choisit quel fruit il va aller jusqu'au bout. C'est difficile de parler un langage arbre, je parle pour faire le complot. Hein. Alors, quelquefois, on employait les professionnels, employaient ces trucs, mais après, si ce n'était pas les mêmes que l'arbre avait choisi, il se retrouvait sans fruit. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a arrêté, on a dit, on dépose des sous là pour rien, c'est une connerie. L'arbre fait lui-même le boulot, et nous, on va remplacer, il ne sait pas faire mieux. Hein. Il fait tomber quand il ne s'est pas nourri, il fait mieux, et donc il se retrouvait sans rien. Donc, c'est le mois de juin, donc il ne faut pas du tout être étonné que quand il y a trop de fruits, qu'il y a beaucoup de fruits, au mois de juin, ça fait tomber. Mais si les arbres se sont capables d'aller jusqu'au bout de tout, il ne les fait pas tomber, et vous aurez une forte production. En plus, oui. Sans que ça ne l'épuise au bout de X années. Pardon ? Il ne va pas être épuisé plus vite. Non. Et alors là, ce qu'il y a aussi, ce qui est épuisé plus vite, c'est laisser tout, et comment je dis ça ? Des arbres par alternance. Quand on fait l'hiver, quand on fait la taille en hiver, quand on fait la taille en été, ça régule beaucoup plus. On a vu l'alternance. C'est-à-dire que l'arbre ne produit plus beaucoup à une année et puis rien l'année d'après. On a vu que c'était... Mais ça dépend toujours encore de certaines variétés. Il y a certaines variétés qui régulent ça d'eux-mêmes. Il y en a qui sont moins exigeants, une année qui sont des goinfres, je veux dire, quand il y en a beaucoup, ils font tout beaucoup, et l'année d'après, il n'y a plus beaucoup. Hein. Donc la taille peut réguler un petit peu ça, mais pas totalement, pas complètement. Ça dépend des variétés, des espèces de fruits. Hein. Est-ce qu'il y a des questions jusque maintenant après, moi j'ai remarqué, j'ai des pêchers là, et puis si je laisse tous les fruits en fait, bon il y en a qui tombent naturellement, bien sûr, mais si je laisse tous les fruits, ils vont être petits. Non, Par non contre, plus. si j'en fais tomber de moi-même, ils seront plus grands. Ouais, mais ça dépend. Ouais. Ça peut être tant que la terre n'est pas riche et vivante. Après, quand la terre devient très riche, donc une terre vivante, avec du compost directement sur le sol et recyclé, la terre est tellement riche qu'il peut avoir beaucoup, les fruits vont aller jusqu'au bout, aussi gros et aussi... Donc c'est pas la peine que je le laisse comme ça. Non, il y aura très très peu de différence. Non. Donc ça dépend de l'état... La terre. De l'état du sol, de la pluie, de beaucoup de trucs. Mais normalement, non, il n'y a pas à s'en faire. Si on a une terre riche au sol autour de l'arbre, on aura un arbre qui est fort, pas faible. Non. Pas en culture bio, non. Parce que la différence entre fertilité, éléments fertilisants solubles ou insolubles. Dans le commerce, tout ce qu'on vend, c'est tout un temps, pendant 50 ans, on a fait tout pour rendre les engrais les plus solubles possibles. On pensait que les plantes devaient absorber par les racines, donc il fallait faire des machins solubles que les arbres, que les plantes voulaient ou pas voulaient pas, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés, le meilleur exemple, c'est l'enfant nourri au sein ou au biberon. Hein, donc voilà. Au sein, on n'a jamais d'obèse, et pourtant les enfants, ils peuvent traiter du matin au soir, quelquefois il y en a, et ça ne crée pas des obèses. Tandis que le biberon, bien. Si vous n'avez pas choisi la bonne dose, si vous menez les mains, vous avez ça entraîne beaucoup d'enfants obèses. C'est la même chose avec les engrais solubles ou pas solubles. Donc il faut toujours choisir, jamais encourager les engrais solubles. C'est-à-dire, jamais enterrer rien dans la terre, jamais rien enterrer. Hein. Toujours mettre en surface, un compostage de surface. Tout ce qu'on met, c'est toujours en surface. Jamais rien enterrer,
l'équilibre va se faire là, la transformation là va se faire, mais dans l'ordre que la nature va dire. Et alors vous respectez, vous ne tuez pas, parce qu'autour de toutes les plantes, il y a pas des virus, des microbes, des microbes. Chaque plante a ses microbes, et chaque plante a ses champignons, qu'on a appelés des mycorhizes. Hein, donc ça règle la nourriture que eux savent, ils vont trier la nourriture que la plante fait. Donc c'est eux qui trient. Si vous mettez de l'engrais soluble, la plante le bouffe, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. C'est un peu forcé. Donc en jardinage bio, on a très peu ce phénomène. Ça peut arriver. Hein. Quand on met par exemple, trop de fumier avec mais pas du fumier ordinaire. Hein. Fumier ordinaire, il n'y a jamais de problème. On peut en mettre autant qu'on veut. Mais fumier ordinaire, ça veut dire qu'il y a généralement, c'est 1 à 2% d'azote. Hein, parce qu'on exagère, on dit le fumier, c'est pas 1 ou 2% d'azote. C'est pas ça. Donc un fumier, ça vous dit c'est beaucoup de paille. Donc là, il n'y a pas de problème. On peut en mettre autant qu'on veut. Mais ce qu'il faut faire attention, dans la manipulation, c'est l'engrais de poule, de pigeon, là, qui est très riche en azote et presque directement soluble. On peut l'employer, mais il faut le diluer dans beaucoup d'eau. Hein, par exemple, 1 kilo de brin de pigeon dans 50 litres d'eau, hein, quelque chose comme ça, ou bien dans bien sur la terre, dans un compost avec beaucoup d'autres choses. Donc faites attention, l'azote est absolument indispensable. Hein. L'azote, c'est la vie, c'est ce qui fait tousser, qui fait tout. Donc, mais sitôt qu'il y a un excès d'azote, c'est ça qui déclenche la plupart des maladies à champignons, des déséquilibres, et qui fait venir les pucerons. Les pucerons, ils adorent ça. Ils ne vont pas venir sur un arbre où la sève n'est pas assez sucrée. Et donc, c'est l'azote qui donne le machin sucré. Mais je dis, on est au début de toutes ces découvertes scientifiques. On commence. Avant, on pulvérisait pour tuer les bactéries. C'est ça que je cherchais le mot tantôt, microbe. Les bactéries. Pour tuer les bactéries des légumineuses. Donc, les légumineuses, sur les racines, il y avait des bouboules. Donc on croyait que c'est une attaque d'un champignon, d'un vendeur. Ben non, c'est des usines en fait de l'engrais. Et on avait utilisé, on a fait des produits pour tuer ces vendeurs. Jusqu'au moment où on a compris que c'était... Voilà. Et donc on pense que maintenant que on n'a pas qu'on découvert tout, mais on pense que toutes les plantes ont leurs propres bactéries, leurs propres mycorhizes, leurs propres champignons. C'est une des causes. On a vu ça surtout avec le soja. Les premiers essais de soja par ici, de plantation, ça a été une catastrophe. Donc on s'est demandé quoi, pourtant il venait le soja de climat à peu près comme en France, je veux dire, là, ça a commencé en France, en Espagne et tout. Et on dit comment ça fait, il y a autant de chaleur, il y a autant d'eau, et tout ça. Ben oui, parce que le soja, les premiers soja, les graines qu'on a importés, n'étaient pas importés avec leurs champignons et leurs bactéries. Après, on a importé avec leurs champignons, leurs bactéries, et puis alors, et maintenant, donc dans le sol, il y a ces bactéries-là, ces champignons, donc maintenant on peut faire le soja. Avant, c'était sûrement comme ça maintenant. On a encore vu un terrain, il y a 10 ans qui n'a pas été cultivé, les légumineuses, je veux dire les haricots, les petits pois, sont tristes, hein, les faibles, hein, parce qu'il n'y a plus les sources de champignons et de bactéries dans le sol, hein, depuis 10 ans qu'on a fait. Après, ça recommence, bien sûr, hein, quand on remet des graines avec les machins, mais voilà, donc on a compris le début de ce phénomène-là. Ouais. Alors pour mildiou, anti-mildiou, par exemple, on est en pleine révolution au bandage, parce qu'on préconise maintenant, c'est plus comme avant, il faut tourner, sans arrêt, donc quelque chose qui a été là ne peut plus revenir à la même place, et tout ça, comme on appelle ça. Rotation. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles, comme par exemple les solanacées, les pommes de terre, les tomates, les poivrons, tous ceux de cette famille-là, il vaut mieux les remettre là où ils ont poussé avant. Parce que là où ils ont poussé avant, ils ont été attaqués par mildiou, la première fois. Si on laisse les déchets là avec les mildiou, pas les déchets, avant ça, donc il y a le mildiou qui vient. Mais il y a tout de suite, comme dans toute la vie, il y a des bactéries et toujours des contre-bactéries qui viennent. Par exemple, les légumineuses, un an, la première année, ils vont faire de l'azote et tout, mais à la fin de la culture, souvent il y a quelques mois de décalage, ils viennent des bactéries qui mangent ces bactéries-là. Donc si vous le mettez à la même place, les bactéries qui mangent les bonnes sont sur place. Donc là, la production, elle tombe. Tandis que pour les solanacées, c'est le contraire. Les pommes de terre, les fraises, non pas les fraises, les tomates. Donc il y a un mildiou, il y a un champignon qui mange les mildious, qui vient de l'extérieur, qui est là présent. Si vous le mettez à la même place sur ces déchets, le mildiou qui mange le mauvais, il est déjà présent. Donc il va limiter fortement le bandage.
Donc, on commence à comprendre tous ces phénomènes, donc c'est plus aussi simple que de déplacer, il y a des choses. Donc en gros, moi j'en suis arrivé à la constatation que, donc c'est pas automatiquement tourné, que là où les choses ils poussent bien, il faut regarder, parce que chacun dans son jardin, il sait là où ça va mieux et tout ça, mais automatiquement on change toujours. Ah ben non, tant que ça va bien, ça va bien. Il y a des gens qui mettent des pommes de terre 10 ans à la même place et ils ont une école formidable pendant 10 ans. Tout à coup, ça dégénère. Mais une tomate qui a le mildiou, les feuilles de mildiou, Oui. on les enlève et on les met à la déchetterie ou quoi? Non, justement, c'est ça. Donc on a compris que les feuilles de mildiou, le plus vite qu'il y a mildiou, le plus vite il faut tirer les feuilles mildiou et les mettre au pied. Et ce qui est encore plus marrant, maintenant, parce qu'on n'a pas encore d'explication, c'est les feuilles mildiouées des pommes de terre qu'on met au pied des tomates, ou les feuilles des tomates mildiou qu'on met au pied des pommes de terre sont encore beaucoup plus efficaces que les propres machins. Là, on n'a encore pas beaucoup d'explications, mais là, ça marche. Donc, voilà. Donc on est en plein dans ces domaines-là de comment que la terre marche, comment que la vie marche, comment que tout ça. On est au début là, de tout ça. Hein. Mais heureusement, maintenant, il y a beaucoup, pas exagéré, mais il y a des scientifiques maintenant de haut rang qui sont attaqués à ça et on commence à avoir des explications. Et c'est formidable. Les explications qu'on a sont extraordinaires. Ah ouais, ça continue comme ça. Encore quelques années, mais on le sait bien. C'est fini l'industrie des engrais, des pesticides et des insecticides avec les... Ah ouais, déjà, parce que c'est la production. Par exemple, pour l'agro, on le préconise, mais c'était pas pour la raison comme ça. Hein. L'agro... Les forêts alimentaires. Mettre les arbres en même temps, l'agroforesterie. L'agroforesterie. On a fait ça, surtout en Flandre, il y a un grand plan ici d'agroforesterie, parce qu'on a supprimé tous les bois, tous les haies, tous les, soi-disant, vecteurs de conneries. Ouais. Donc, et tout ça, on a supprimé, et puis on s'aperçoit que maintenant, il y a des inondations partout, il y a des luttes. On a supprimé les ruisseaux, tout ça. Donc, agroforesterie, donc on remet des arbres partout pour limiter ça. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est là où on a mis les arbres que la production monte. Avant de mettre les arbres, on a juste pensé le contraire. Qu'on allait mettre des arbres et que les arbres allaient faire diminuer la production au cours de matin. C'est juste le contraire. Parce que les racines des arbres vont pomper l'eau très profond et les feuilles des arbres sont un fertilisant formidable. Alors maintenant, on commence à faire, par exemple, les essais qui ont été faits, 50 mètres du blé, 50 mètres, et tous les 50 mètres, des doubles haies de grands arbres, hein, de châtaigniers, de noyers, ce qui fait augmenter la rentabilité de la production, vu qu'il y a les fruits, mais tous des grands arbres. Enfin, la production du blé a augmenté de 10%. Sur la surface. Donc tous les 50 mètres, donc il y a plus de production, et en tout cas, tous les fruits ont plus gratis. Hein, je dis comment, pour rien. Alors qu'avant, il y a encore quelques années, on croyait que ce n'était pas possible. Donc, maintenant, on revient d'Ardin, aux haies fruitières, aux ruisseaux, aux bocages, on a détruit. Hein. Quand on a fait un remembrement, c'était une catastrophe. Il y a encore du boulot. Hein. Quand je vois les machines qui présentent dans les foires agricoles, là, il faut une échelle de pompier pour monter dedans. Il y a encore du boulot. Hein, tout ça devient complètement absurde, complètement dingue. Bon, alors, où est-ce que j'en suis? Je ne sais pas. Voilà, où est-ce que j'en suis? Voilà. Ouais, bon sens. Bon. Ah ouais, ça s'adresse à des gens de bon sens, c'est marqué là-dessus. Hein, mais on est tous des gens de bon sens, hein, sinon on ne serait pas là. Hein, c'est évident. Hein. Alors le visite, ouais, t'as les épidémies, quand t'es maladie à champignons, j'ai dit tout ça, j'ai dit... ouais, j'ai déjà dit tout. Ah ouais, les plaies, j'ai pas encore dit. Donc, la taille, même donc les grosses tailles, mais même toutes les tailles, faites quand il fait bon, ça n'entraîne pas, la cicatrisation se fait tout seul en été. Il n'y a pas besoin de mastiquer, il n'y a pas besoin de rien faire. Tandis que les plaies faites en hiver, les tailles faites en hiver, il faut protéger, hein, parce que c'est l'entrée des champignons. Donc les tailles ont été cicatrisent. Et alors, si on veut des grands, il y a beaucoup qui doivent le faire, c'est bon. On a mis des arbres qui sont devenus grands, hein, des pruniers, des cerisiers, des basins, et bon, qui sont embêtés. Il y a des gens qui disent, je ne sais plus mettre de légumes, j'ai des grands arbres, j'ai des grands basins. Si on veut rabattre, c'est en juillet août. Donc il faut choisir de préférence les mois où il fait chaud et sec. Ça peut être quelquefois au mois de juin, mais généralement ça se passe,
c'est juillet-août, il y a des périodes comme ça, certaines périodes de... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut rabattre, donc, les grands arbres, par exemple, cerisiers, pruniers, donc à ce moment-là. Attendre juste après la production, parce que c'est malheureux de faire, là, juste après la production. Regardez, parce que ces arbres, souvent, ont un tronc central. Donc, un gros tronc au milieu. Ce qu'il faut faire, c'est rabattre jusqu'en bas, jusqu'au tronc, couper la grosse branche centrale et laisser toutes les branches horizontales. Alors, ce qui va se faire, c'est que toutes les branches horizontales vont recevoir la lumière et ils vont se mettre à porter des fruits. Et vous n'aurez plus ce grand mandat. Donc ça peut être un tronc principal ou deux troncs principaux. Donc en juillet ou donc en pleine pousse, rabat. S'il y a des poiliers, des pommiers, dans le même cas, ouais, c'est la même chose. Hein. Donc tous les arbres, on peut faire. Donc attendre, c'est souvent en juillet ou on pourrait le faire. S'il fait bon plus tôt, tant mieux. Hein. Mais il faut écouter quand même qu'il n'y a pas une période de pluie qui suit, que ça va être au moins une semaine, il va faire chaud et sec. Et alors, scier, rabattre, hein, avec la tronçonneuse, hein, carrément, et laisser tout ce qui est horizontal. Et rabattre, et souvent ça suffit. Tout le reste, il va être, ça va, je veux dire. Il y aura encore des pommes. Pardon? Il y aura encore des pommes. Mais quelquefois, il faut, il faut bien une fois choisir. Hein, c'est ça, hein, hein, sinon... Jamais, quoi. Sinon, on va jamais le faire. Hein. Donc, c'est là le problème. Si ça ne gêne pas, tant mieux. Par exemple, il faut regarder, faire le plan de son jardin, hein, bien le nord. Ce qu'il faut faire, donc, microclimat, le principal, c'est faire une haie fruitière assez haute, nord-est, nord-ouest. C'est là qu'ils viennent les vents froids. Et nord, nord-est, nord-ouest, il n'y a jamais de soleil. Le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'ouest. Donc, ça ne gêne pas. Donc une barrière là, par exemple, là, quand j'ai les arbres, je mets les noyers, les châtaigniers, tout ce qui est destiné à migrants, même des pommiers, des poiriers, même bastiges, hein, dans une bonne terre, quand ils viennent à 5-6 mètres. Hein. Donc ça fait des écrans formidables. Mais ça ne gêne pas, là, on ne doit pas couper, on ne doit pas tailler, on ne doit rien faire, parce qu'il n'y a jamais de lumière qui vient de là. Ça, peut-être que vous allez embêter votre voisin. Ça, c'est autre chose. Donc, chaque environnement, il faut regarder, il ne faut pas faire des conneries. Hein, il faut rester... tout d'abord bon voisin. Permaculture, c'est d'abord la paix avec les bébêtes, avec les mauvaises herbes, mais aussi avec les voisins. Hein. Quand il y a moyen. Il n'y a pas toujours. Il y a des gens vraiment... S'il y a des gens qui vous dénoncent comme ça, ils vous font des procès parce que vous avez des orties dans votre jardin, ça devient difficile. Moi, j'ai eu le cas, j'ai eu un procès pour des orties. Un procès par la cellule environnement de la ville de Moucron. Ça a embarqué, ça a été lourd. Oui. J'ai trop été à l'école, je suis désolée, je n'ai pas compris. Par rapport au tronc, parce que regardez ça, le tronc, il y a un moment où après il y a les grosses branches qui c'est ça. Mais généralement, souvent, il y a une branche principale, une grosse. Non. Pas toujours. Tout de suite, ça part en 3-4 grosses branches. Des fois, ça dépend des arbres. Alors il faut rabattre les... Donc je coupe après les 3-4 grosses branches. Il faut rabattre jusqu'à une certaine hauteur. Je laisse des branches horizontales. Le minimum de petits bois, de branches horizontales et de petits bois. Ah oui, si ça se passe comme ça, si ça s'est divisé, Et il n'y a pas de diamètre maximum là auquel il faut plus toucher. Même des gros cerisiers. Moi j'ai fait avec un cerisier qui avait 100 ans aussi, un gros cerisier de 100 ans. Et coupé parce que les branches faisaient trop d'ombre pour les voisins, ils en allaient partout. Et donc j'ai dû tailler et faire. En été. En été, il n'y a pas eu de problème. Hein. C'est reparti maintenant. Là. Il est magnifique cette année, c'est rempli de cerises, c'est formidable. En été, quand il fait chaud et sec, il faut y aller, il faut tronçonner, couper, il faut pas avoir peur. Il ne faut pas protéger la coupe. Non, il ne faut pas protéger la coupe, ça cicatrise tout seul, sans problème. On a des météos, il ne pleut pas avant 15 jours. Moi j'ai dit tout ici, Hein. Maintenant c'est vos questions à vous autres, particulières. Je veux dire, je pense que j'ai tout dit, non? Donc c'est complètement contraire à ce qu'on a appris en regardant les yeux, les dards, les machins, les chimères les prochaines. Donc on peut faire ça, je veux dire, même si on ne connaît rien. C'est pour ça. On connaît rien. Donc on connaît, tant mieux, on a l'explication. Mais je veux dire, c'est ça qui fait le moins de dégâts. Si on respecte un peu, respecter l'arbre,
pas toucher aux fruits. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut attendre. Et on coupe tout ce qu'on ne veut pas, en somme. Hein. Aussi bien dans le sens vertical que dans le sens horizontal. Le fait de passer une branche qui va horizontalement, par exemple, pincer le bourgeon terminal, ne fût-ce que ça, hein. Couper le bourgeon terminal, arrête la pousse pendant au moins 2 mois de ce côté-là. Donc, on peut faire très bien, des gens disent, il y a des gens qui achètent des espaliers, ça coûte un prix fou, des espaliers déjà formés, tout ça. On peut faire des espaliers naturels, en mettant les arbres, quand on les achète, en les mettant dans le sens qui vont déjà comme ça, les branches, et après, en pinçant, simplement, quand il va dans un sens qu'on ne veut pas, simplement le bourgeon terminal des branches, on l'arrête. Après, il va venir 2 mois après, il y a à nouveau un bourgeon qui remplace, hein, qui fait tire-sève. Hein. Ah ben, si on ne veut pas, on pince. Et donc, de façon naturelle, au cours des années, on fait un espalier qui pousse naturellement, mais qui n'est pas forcé, qu'on n'a pas lié, qu'on n'a pas obligé les branches à forcer. Bien sûr, il sera d'aspect sauvage, hein, ce ne sera pas tout régulier, c'est d'après la façon dont on a. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est les branches verticales. Donc absolument rabattre, parce que souvent sur les branches verticales, il n'y a pas de fruits, il n'y aura pas de fruits pendant plusieurs années. Mais si on laisse comme ça, il va devenir faible avec la longueur, hein, que la sève va prendre, et puis il va quand même se mettre en fruits. Mais alors il faut attendre, les arbres ils viennent grands et hauts. On ne sait pas voir les fruits, de toute façon, pas cerveau. Hein, oui, voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est mieux aussi, c'est, je veux dire, quand il y a moyen, donc prendre des bastilles, des herbes faibles, parce que, je veux dire, on a 20 petits arbustes, par exemple, 20 petits poiriers, à la place d'un grand poirier que si on laisse. Si on laisse un grand poirier, il doit pousser 6 mètres à 8 mètres. Si on laisse pousser, qu'il va faire de 6 mètres à 8 mètres. Et on aura, je ne sais pas, 200, 300 kilos de la même pointe, hein, qu'il faudra manger tout de suite, ou bien faire. Alors qu'on peut mettre 20 petits, des arbres qui font 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50, et avec toutes des variétés différentes, à toutes les époques différentes et tout. Donc voilà, le goût est différent. C'est gai, moi tous les jours je peux manger une pomme, une poire différente des goûts de. Et dans tous les domaines c'est comme ça. Hein. Les framboises, les groseilles, on pense qu'on dit framboise, c'est une framboise. Ben non, moi je pense 60 variétés de framboises. Donc ça va commencer là bientôt, dans une semaine, les premiers, les ronces, et puis jusqu'au gelé, hein, comme ça. Donc toutes les variétés, avec tous des goûts différents, et tous les arbres c'est comme ça. Hein. C'est ça qui est gai. Donc des plus petites quantités, bien sûr, chaque arbre va porter en fonction de son volume, hein, mais plus, les petits arbres, je pense, en fonction du volume, plus que ces grands arbres. Et puis, si on veut un jardin en permaculture, on ne sait pas faire autrement, hein. Si on veut en même temps cultiver des légumes, des plantes alimentaires et tout, on est obligé d'avoir la maîtrise des arbres. Hein, de pas, parce que ici, ces dernières années, j'avais trop d'ombre, hein, et donc depuis l'année passée, l'année d'avant, j'ai commencé à tailler beaucoup plus sévèrement pour que chacun ait sa lumière et son bazar. Donc c'est toujours un équilibre. Et le choix du jardinier, c'est ça, hein, c'est gérer. Donc c'est facile, c'est pas beaucoup de boulot, c'est gérer. Hein, ceux qui plantent trop, c'est rabattre que tout le monde est. Voilà. Ah, c'est pas toujours facile parce qu'on est toujours surpris. Comme ici, cette année, et tous les ans, c'est comme ça, je suis surpris. Une fois que ça commence à pousser, l'explosion de verdure, c'était incroyable. Ouais. Ah ouais, t'es un peu au repos, là, donc, je dis, je vais pas sortir. Ah, il fait malade, je vais pas aller. Ah, c'est une bonne excuse, hein. Pas pour rester dans son lit, mais dans son fauteuil et tout ça. Il fait mauvais, il pleut mauvais. Et puis on est là 15 jours, 3 semaines, et puis quand on sort, on ne sait plus passer dans les allées. Hein. Tellement ça a poussé. Mais c'est incroyable. C'est d'une richesse, d'une fertilité dingue. Ouais. Donc en ne touchant pas au sol, en recyclant tout directement par terre. Donc en somme, ça réduit beaucoup le boulot. Hein. C'est beaucoup plus régulé, fait, et répartir mieux le travail avec une serre de semis, hein, en pot, en godet, et tout ça, qu'on a plus de temps, qu'on peut faire des associations, hein, qu'on sait quoi mettre au pied des arbres, entre deux. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière, là, je vais plutôt mettre des laitues, par exemple. Les laitues n'aiment pas beaucoup le soleil, ils poussent bien à mi-ombre, et chacun, les choux ont besoin de plus de lumière, là, ils ne vont pas pousser si fort, les arbres, ben là, ça, il est bien des choux. Mais en faisant, mais en attendant, c'est pas semi-direct, parce que semi-direct n'irait pas. Pour beaucoup c'est trop d'ombre ou mi-ombre pour les semi-directs. Tandis que les semi-directs en pot, en godet, eux se font dans des bonnes conditions, dans la serre, donc tout il vient bien, il lève bien,
puis il faut mettre dehors, et puis après, l'habituer dehors, et puis alors, chercher la place. Mais quand on fait ce système, ça multiplie par 2 et presque par 3 la production sur le même terrain, que si on faisait les semis directs. Hein. Parce que pendant que ça pousse dans les pots, dans le machin, vous occupez pas la terre. Par exemple, une laitue, vous levez dans un pot, tout ça, vous repiquez, 1 mois et demi après, vous pouvez déjà manger la laitue. Si vous semez sur place, vous devez attendre 3 mois. Et il y a des trucs encore pires. Et il y a des choses qui, comme ça, pour l'hiver, par exemple, les choux de Bruxelles, c'est une nourriture d'hiver formidable qui coûte de plus en plus cher, certains choux, brocolis, tout ça. Ah ben ça pousse, moi j'en ai déjà repiqué tout plein, mais ça peut être repiqué entre les laitues, on peut des autres affaires, parce que ça pousse dans le haut, les autres, ils poussent dans le bas. Donc quand il va arriver l'hiver, on aura tous ces plans. Ça, ça je veux dire, c'est le savoir du jardinier. Hein. En fur et à mesure, c'est en faisant qu'on va découvrir toutes ces associations et tout ça. Voilà, tous ces trucs-là. Mais c'est du jardinage gai. Ça veut dire c'est du jardinage qui fait appel à l'intuition, à l'intelligence, à la créativité. Et pas... C'est sûr, il y a des échecs. Moi, je dis le plus beau aussi, tout ça. Il y a tout plein, j'essaie toujours, donc il y a tout plein d'échecs. Mais quand on a une réussite, beaucoup de réussite aussi. Les kiwis, une production phénoménale, incroyable. Les kakis, donc j'essaie les kakis, les plaques miniers, formidables, production par ici. Les raisins, les amandiers, chercher les amandiers, une production incroyable. Donc les pêches, les abricots, tout. Il y a juste un gros échec que j'ai eu, c'est avec les citronniers et les agrumes. Les citronniers, ils sont presque tous morts. Aucun sauf un qui pousse dehors, là, qui résiste que moins 20, qui me donne tout plein de citrons. Mais tous les autres sont morts, les uns après les autres, même en serre froide, et même les essais que j'ai fait en pleine terre, soi-disant que ça allait ça. Là, c'est le plus gros échec, c'est les agrumes. Bon, encore quelques années, hein, parce que quand il va faire 30-35 degrés par ici, en quelques années, ça va aller. Hein, Les poncirus aussi? Les quoi? Les poncirus. Poncirus, ça résiste. C'est ce qui lui reste. Ça, c'est le seul qui reste. C'est le seul qui s'est adapté en pleine terre et qui donne des fruits tout plein en pleine terre. Qui s'est bien adapté, Poncirus. Les autres, pas. Là, ça a été un échec. Contrairement à l'amandier, qui c'est qui va penser l'amandier? Les figuiers, ça donne beaucoup. Tout plein que j'ai essayé, vraiment pas déçu. Les poiriers de Chine, enfin, toutes sortes de trucs. Vraiment, c'est un plaisir. J'ai une tentative de réponse pour les échecs de l'agrume. Il y a un horticulteur complètement fou, du genre de ceux que j'aime bien, un coccide, qui s'était mis en tête de cultiver les agrumes. Et après une dizaine d'années d'échecs, il a fini par trouver. Et d'ailleurs, ses descendants ont décrété que ça devenait un parc public pour respecter sa volonté. Donc, si vous allez quelque part entre le fameux rond-point de coccide avec le grand cadre avec l'eau qui coule dedans, là. Vous dépassez ce cadre, c'est à droite, avant d'arriver sur la plage. Il y a tout un parc qui porte son nom. Il a commencé dans les années 20-30 à faire ce parc. Et le secret de la réussite de l'agrume, c'est de l'empêcher d'avoir de l'eau au contact de ses racines pendant 2 mois avant les premières gelées. Donc chez nous, il faudrait pour bien faire qu'à partir de août, les sols soient suffisamment drainés, et là avec le sable correctement géré, c'est comme ça qu'il y est arrivé, il faut que le bois ait soif pendant les périodes de gel, pour ne pas qu'il soit détruit. Voilà. Vous allez encore me donner du boulot, là. Je vais recommencer, là. Des gens qui sont d'origine italienne et qui veulent vraiment se faire plaisir et avoir un petit bout d'Italie dans leur jardin ici en Belgique, et qui veulent leur olivier, ils ont une technique qui se rapproche un petit peu de ça. Donc ils emballent d'abord l'arbre pour les gros froids de l'hiver, mais aussi ils remettent une bâche sur le pied de l'arbre et à 3 mètres de circonférence. De nouveau pour assécher le sol pendant la période de gros gel. Ah bon? Voilà. Ah ben on va essayer ça. Ça peut aider à la machine. Et donc avant au moment de la plantation, tu mets du sable alors? Donc il faut que ce soit un sol drainé, mais alors il faut empêcher que l'humidité reste dedans à partir de chez nous fin août. Alors comment tu fais sur une butte? Tu le plantes sur une butte? Alors c'est une butte et on met un plastique et on empêche l'eau de toucher les racines. Et c'est vrai qu'on gagne énormément en rusticité, avec énormément de plantes, comme ça on les garde au sec, quoi.
Même pour autre chose que les agrumes. Bien sûr, Oui. Tout ce qui est un risque de gel, si on empêche d'avoir trop d'eau, il va mieux tenir au gel. On va essayer. le fait d'avoir un bois sec, justement. Sinon, ça fait exploser les cellules, on a la compote. Très, très intéressant. J'ai une question. Un ami m'a téléphoné en disant que son cerisier qui a 15 ans d'âge porte des petites cerises qui sont déjà toutes en train de rougir et de tomber. Donc il y a une accélération du mûrissement. Elles sont toutes minuscules et toutes sèches et elles sont trop tôt. Quoi. Comment ça se fait? Ça, c'est une carence ou quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Ou une attaque. Ou une attaque. Oui, mais... Une attaque de quoi? Du vif ou des racines. D'un insecte? mais... Parce qu'il dit qu'il n'a pas vu de verre dedans. Non, non, moi j'insiste sur l'azote parce qu'il faut beaucoup, en fait, c'est vrai que l'azote en été c'est mauvais pour le jardin, ça les fragilise, mais au printemps, au moment de l'apparition des fleurs et des premiers fruits, il faut beaucoup d'azote. Les fleurs et les fruits sont très riches en NPK. Donc si à ce moment précis, il manque de l'azote, ça peut très bien effectivement conduire, et surtout aussi, il le verra l'an prochain parce que les bourgeons à fleurs de l'an prochain, qui auraient fait l'an prochain, sont aussi préparés maintenant. Donc si l'an prochain, effectivement, il a peu de fleurs ou peu de fruits, ça sera lié à un manque d'azote au moment où il en faut. Et comment mettons de l'azote Au pied, en automne, hiver, tu compostes beaucoup au pied des arbres, et puis après tu arrêtes une fois au printemps, parce qu'effectivement après en été il faut beaucoup moins d'azote. Les tontes de pelouse contiennent pas mal, enfin c'est un engrais complet, ils contiennent pas mal d'azote. Donc les tontes de pelouse fraîche mis au pied, par exemple, mais je ne sais pas si c'est ça. Non, c'est juste une possibilité. Il est super facile à franchir. C'est difficile de faire des diagnostics comme ça de loin. Mais c'est juste à un moment donné l'azote. Après, oui, effectivement, c'est des problèmes l'azote. Mais juste au moment de la préparation des fleurs, c'est très important. Alors autre chose, j'ai vu une haie de framboisier où beaucoup de branches, les tiges étaient jaunes, les feuilles étaient vraiment jaunes. Ah, ça c'est le froid. Ça c'est le froid. C'est dû au froid. Ah oui, ça mais y a. elles ne vont pas reverdir, il faut... Ah si, ça va reverdir. Parce que j'ai vu qu'il leur fallait quand même aussi beaucoup d'azote, beaucoup de terre riche et beaucoup apporter de compost aux framboisiers. Ah oui. Mais pas d'engrais, tu ne supportes pas l'engrais synthétique, l'engrais de synthèse. Ça je veux bien, oui. Non, mais je veux dire, il faut... Parce qu'on pourrait penser qu'on va donner une aide comme ça. Non. Ça les fait mourir. Mais beaucoup de compost, beaucoup, énormément. Même brut, hein. Même du fumier, du compost, du fumier. Des algues marines. Oui, ça jamais. Quand on ne connaît pas tout poudrer avec un peu d'algues marines, ça ne sait pas faire ça. Pour les feuilles le prennent. Mais beaucoup de légumes ici étaient, même ceux qui ont mis les tomates dehors, on l'a vu, hein. J'ai pensé que c'était une maladie et tout ça, c'est pas une maladie, hein. C'est les températures de la nuit trop froides, hein. Et donc les feuilles deviennent sèches. Voilà, c'est pas une maladie, c'est le froid, hein. On a eu un temps beaucoup trop frais pour la saison, hein. Et en plus, pas d'eau, hein. La sécheresse, hein. Ah, ça a manqué d'eau, frais et manqué d'eau, hein. Oh là, maintenant, tout va reprendre des couleurs, hein, généralement. Mais c'est l'avantage d'un terrain aussi, comme ici. L'avantage d'un terrain en permaculture, c'est ça. L'humidité reste. C'est rare qu'il doit faire une sécheresse pendant très longtemps pour avoir des conséquences. Parce que tout n'est pas exposé au soleil, et donc le terrain garde l'humidité pendant longtemps. Pour ça, donc, il faut éviter absolument les vents, faire des microclimats, pour éviter les vents. Et le soleil et le vent n'emportent pas les bonnes terres ou tuent les bonnes terres. Mais alors pour les framboisiers, tu disais qu'on pouvait les tailler tout à l'heure? Non. Non. Là, on les taille pas. Non. Oui, c'est ça. Ça, c'est des bonnes. Il faut demander des trucs comme ça. Parce que les framboisiers, on ne les taille pas du tout. Il y a des gens qui préconisent de tailler les framboisiers. Non. Les plus beaux framboisiers, c'est ceux qui viennent le plus haut
Et le plus 3 mètres, 3 mètres 50. Et les plus belles framboises, c'est celles qui viennent en haut. Alors généralement, les gens coupent le haut, ils coupent les plus belles framboises qu'ils peuvent avoir. Donc jamais taillé. Il y a des bois morts là. C'est ça. Mais le bois mort, généralement, il supprime de lui-même. Ou bien quand il n'est pas supprimé, on le supprime. Sinon, pas touché, pas coupé. Il maintient le framboisier, parce que moi j'ai enlevé tous les bois morts. Et donc là, tous les nouveaux, en fait, ils sont en train de se... Ah ouais, ça il faut maintenir. Mais surtout pas couper ça. Parce que c'est au plus haut que ça vient, au plus les framboises sont belles, grosses, au plus il y a des produits. Alors il faut adopter le truc, le modèle hollandais. Donc le modèle hollandais, c'est eux qui ont découvert ça le premier. Donc ils mettent un piquet à chaque côté et une ficelle à 2 mètres de haut pour que ça ne renverse pas ensemble. Mais ça doit rester libre, hein. Ça doit rester... Et, ou bien, si on les attache avec une barbe, comme ça, on peut attacher chaque framboisier, mais il faut passer les trop fort, il faut les maintenir comme ça. Ouais. Mais sinon, pas de taille du tout. Je veux dire, non. Supprimer le bois mort, c'est tout. Les ronces fruitières, c'est la même chose. Hein. Donc, ah ouais, mais c'est ça, pour ça que j'ai fini si tôt. J'avais la taille de chaque truc que je devais parler, et puis comme ça, j'avais mis. Moi j'ai encore une question. Donc, c'est un cours de taille, mais la plupart ne doivent pas avoir de taille du tout. Ronces fruitières, machin, les kiwis, pas de taille. Donc, donc, au plus loin ils peuvent aller, les tiges des kiwis, tous les plantes grimpantes. La même chose pour les raisins, hein, la vigne. Hein. On est trompé par les vignes de bon vin, parce qu'ils taillent, ils font... Mais non, s'il y en a dans son jardin, ce qu'il faut essayer à trouver, tous les arbres lianes, kiwi, raisin, pour les laisser aller le plus loin possible. Donc faire le circuit le plus long possible, faire aller, revenir, quelquefois l'attacher, faire aller au-dessus d'une cabane, d'un bazar, mais le trajet le plus long possible. Parce que c'est au bout, au plus c'est loin, au plus les fruits sont beaux et gros. Et au plus il y en a. Donc évitez. Mais bien sûr, comme le kiwi, ou comme certaines vignes, des vignes qui montent dans les arbres, là-bas, pour aller chercher les raisins. Mais c'est comme ça le mieux de tout. Hein. J'ai vu dans certains pays, ils laissent vraiment les raisins aller dans les arbres, monter très haut, très haut, et c'est comme ça qu'ils ont le maximum de grappes et de beaux raisins. Pas tailler la vigne intérieure. Il n'y a pas longtemps que j'ai lu ça. Moi aussi, j'ai toujours taillé, fait, vous voyez dans les bazars, je dis, ben non. Et j'ai vu aussi que ceux qui montaient les autres années, ceux que je ne coupais pas, qu'ils allaient loin, il y avait des belles grappes, hein, et tout ça. Donc voilà. C'est pas toujours possible, hein, quelquefois. Par exemple, une liane de kiwi, quand un kiwi, un actididia est bien établi, la branche fait 6 mètres par an. Hein. À 6 mètres de nouvelles pousses. Hein. Moi, d'ici, ils étaient deux voisins plus loin, là, les branches. Là, on ne peut pas. Hein. On ne peut pas laisser aller, mais ce qu'il faut faire, c'est de faire le maximum de circuits, de faire aller horizontalement, voilà. Comme un potiron, par exemple. Le potiron, il coule. Hein. Le potiron coule. C'est les faire tourner. On met des cavaliers. On prend des cavaliers, là, vous savez. Donc, au lieu qu'ils partent, on les fait tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Hein, et on les fait tourner autour, comme ça, et on met les cavaliers pour qu'ils restent comme ça, sur une paire de mètres carrés. Sinon, si on a du temps, je veux dire, si on a de l'espace, on peut les laisser grimper dans les herbes, et dans les haies, et dans les trucs. Pourquoi dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? Pourquoi dans l'autre sens, ils ne vont pas pousser. Ils refusent, ils viennent. Oui, ils vont pas. C'est comme les haricots, hein. Les haricots, ils tournent toujours de gauche à droite, hein. Jamais comme ça. Hein. Toujours dans l'autre sens. Et les tomates, quand vous mettez j'ai mis des machins comme ça? Non, les tomates, non. Les tomates, ils obéissent, malheureusement. Ils obéissent beaucoup. Et qu'est-ce que vous préconisez pour parler d'autre chose? Comme ça, on demandait à Pierre Dac pourquoi il préférait les chats aux chiens. Vous voyez ça, hein? On n'a jamais vu un chat policier. Au point de vue des tomates, des gourmands, il faut les enlever? Non, c'est pas obligatoire. Ça dépend de ce qu'on veut. Si on met beaucoup de tomates, faut play 50 cm, 60 cm, oui, on est obligé. Il faut tirer parce que sinon, ça va être trop touffu, trop machin. Mais on n'est pas obligé, si on met alors 1 mètre entre les tomates, on peut les laisser libres. Ouais, ça dépend comment on veut conduire les tomates. Mais c'est toujours... Il faut toujours laisser les plantes aller le plus sauvage possible, quand il y a moyen. Ouais, parce que chaque fois qu'on coupe et qu'on taille, c'est risque de blessure. Mais oui. Mais tout dépend des circonstances.
On peut conduire comme on veut. Alors, ce qu'il faut aussi, est intéressant pour le moment, les tomates, c'est comme un arbre. Hein. On peut faire des... Avec les... Comment on appelle là, avec les gourmands, vous replantez ça et c'est reparti. Hein. Vous avez un nouveau pied de tomate. Mais c'est très intéressant maintenant, là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les gourmands, si vous n'avez pas assez de tomates ou que vous voulez manger des tomates à Noël, sur sur la tomate qui est là, prenez les gourmands, mettez 10 cm dans le sol, un pot, et puis vous aurez des tomates beaucoup plus tard. Hein. Ça reprend comme la mauvaise herbe. Hein. Ouais, les boutures, c'est facile, hein, les tomates. Et donc, vous pouvez aussi, pour multiplier les variétés rares, hein, si vous avez qu'un que vous voulez, alors c'est le moment, hein, que ça commence à faire des gourmands, tirer les gourmands, les mettre en plein de terre ou dans un pot, n'importe quoi. Alors, quelque chose qu'il faut aussi comprendre, que la plante se nourrit selon les espèces. La plante des arbres. 95%, 95%, pour les Français, ils doivent toujours traduire, hein, c'est embêtant. Je voudrais garder ma clientèle française, donc j'essaie de parler. Donc, 95% à 98% de la nourriture, de ce qu'on compose après, au final, vient de l'air. Il n'y a que entre 2 et 5%, selon les variétés. Hein, je parle aussi bien des légumes que des arbres. Hein. Il n'y a que 2 à 5% l'alimentation par les racines. Donc ça, je veux dire, ça simplifie beaucoup parce qu'on a une idée qu'il faut maximum d'engrais dans le sol. Hein, non, ce qu'il faut, c'est un sol très riche, très vivant, et tout ça. Mais ce n'est que 2 à 5% le sol. Mais c'est indispensable. Si on a un mauvais sol, c'est 2 à 5% détermine. Mais la plante, c'est 95 à 98% de l'air qui pompe. Par exemple, j'ai mis... Alors les gens sont étonnés, j'ai mis mes tomates dans un truc de 3 litres. Et donc les tomates vont devenir énormes. Et c'est vrai, apparemment ça fait drôle. Je ne sais pas si vous avez vu les arbres fruitiers aussi, maintenant on fait des arbres fruitiers en pot et tout ça. Eh bien, alors, vous comptez, donc un pot de 3 litres. La tomate va pousser, je ne sais pas ce que ça va donner. Les feuilles, les branches, les tomates en tout, je ne sais pas, disons 10 kilos. Et puis, 10 kilos. Et puis vous pesez le pot une fois que c'est fini. Ça va peut-être prendre 100 grammes qui est parti. Au lieu d'avoir 3 litres, ce sera 2 litres 9. Donc 95% pris à l'air. Donc il y a juste, le support doit être impeccable, bien, mais ce n'est pas ça qui détermine. Ce qui détermine, c'est l'environnement. Hein. Mais une assimilation Avant toute autre chose. C'est pour ça qu'on dépend de la pollution. Si on ne résout pas le problème général de pollution, ça c'est quelque chose qui nous échappe dans tous les jardins. On s'est bien diminué un petit peu. Quand il y a un truc comme les arbres, ça diminue un peu la pollution parce que les arbres prennent... Mais pas tout, il y a une pollution générale. Tout le monde s'en ressent. Même les jardins bio, les machins bio, on ne va pas échapper. Hein. On va échapper que... Hein, vu que les plantes en donnent dans un % c'est... Donc c'est l'environnement global. Hein. Donc chaque fois qu'on diminue les bagnoles, la pollution. La pollution, c'est bon pour tout le monde. Hein. Et donc ça veut dire aussi qu'avec un tout petit terrain ou un petit environnement que c'est très fertile, vivant, on s'est fait pousser des énormes plantes, et même dans des pots, même sur un balcon, même sur un bazar, ou un petit peu de terre, là, ça c'est difficile aussi à comprendre. On a toujours fixé tout, mais ça c'est à cause du commerce. Hein. Donc les Anglais, les bazars, on est perturbé par ce bazar, mais les scientifiques savent ça depuis longtemps. Cette histoire de pots de fleurs, c'était sur le Gontier, le catalogue Gontier, il y a 100 ans, je pense. Cette histoire déjà de pots de fleurs, quand on pèse et tout ça, que ça prend que ça. Ouais. Donc, mais il faut les bonnes conditions, les bons trucs. Il faut suivre avec l'arrosage. C'est bien que les racines peuvent aller très loin et qu'une salade peut s'étaler, que les racines peuvent aller très loin. S'étaler, une tomate, 3 mètres voilà. 3 mètres de racines en profondeur. Un blé fait 7 mètres de racines en profondeur. Et des milliers et des milliers de kilomètres. Si c'est incroyable. En pot, ça va être complètement réduit alors. Oui, mais ça marche quand même, mais pour un an, provisoirement. C'est pour ça qu'un arbre, c'est beaucoup plus difficile. Il faut l'implantation, aller chercher. Et ça a une autre fonction. Donc l'arbre marche bien, un petit pot, mais il n'y a pas la fonction d'un arbre qui doit aller pomper l'eau, remettre l'eau.
Et donc, les arbres, contrairement à ce qu'on pense, ont un bienfait, ils remontent l'eau, ils vont chercher l'eau, ils remontent les minéraux, et aussi leurs feuilles sont très très riches en éléments, en fertilisants, et donc les feuilles contiennent tout ce que, de la roche-mère même, et donc ça rend le terrain plus fertile. Il y a des choses qu'on a complètement oubliées. Là. Quand on met des purins, c'est aussi comme de l'engrais rapide. Pardon? Les purins, c'est aussi comme de l'engrais liquide. Ça peut être, si on ne fait pas attention, oui. Alors, oui, par exemple, si on prend du brin de poule, du brin de pigeon, du sarreta pur et qu'on fait une espèce de liquide, c'est comme un engrais rapide. Hein. Et du purin de conso, d'ortie. Ah non. Ah ben, à condition de diluer, d'en mettre un volume d'eau assez important. Oui. Pour des purins. Et après, on n'a plus besoin de purin. On a besoin du purin pendant les premières années qu'on fait bio. Après, du moment qu'on fait le compostage de surface, là, tout recycler, là où ça a poussé, remettre, fait. Il y a de moins en moins de déséquilibre. Mais au plus petit le jardin est, au plus c'est difficile. Hein, au plus grand le jardin est, au plus on peut faire les équilibres, parce qu'on peut mettre plus de biodiversité au niveau des herbes, des plantes et tout ça. Donc il y a plus d'insectes, il y a plus de... Donc l'équilibre est meilleur. Au plus ça devient petit, au plus c'est difficile. Ah bah ouais. Il y a moyen, mais au plus c'est difficile. Justement, pour votre biodiversité, pour revenir un peu sur les fruitiers, qu'est-ce que tu préconises quand on crée un jardin en association, pommier, poirier, prunier, on mélange, on fait des groupes, on fait des petits groupes on fait des petits groupes. Hein, parce qu'ils doivent se polliniser l'un l'autre. Ouais. Donc, on essaie de mettre ensemble les cerisiers, les pruniers, chacun ensemble selon la place. Hein. Les poiriers, c'est ceux qui viennent les moins grands. Hein, donc, en pastille. Donc, on peut les mettre plus au sud. Les pommiers, un petit peu plus grands. Mais ensemble, c'est un moyen. Parce qu'ils doivent se polliniser. Et au plus on a des variétés différentes, au plus on a une belle production. Avec des fruits bons, parce qu'il y a un bon... Il y a intérêt à les mélanger un petit peu, par exemple des pommiers et des poiriers Ah non. Il y a intérêt à les grouper ensemble. Et par exemple, à bien choisir certaines variétés, par exemple pour les pommiers, à partir d'un certain nombre, et même, on est sûr d'avoir, quand on met un pommier sauvage, ce qu'on appelle un pommier à fleurs. Un pommier à fleurs, ce sont les pommiers à fleurs qui sont les meilleurs pollinisateurs pour les autres pommiers. Ah oui, dans tous les trucs commerciaux, je pense que c'est tous les 50 arbres qu'il y a un pommier sauvage, un pommier à fleurs, là, qui fait beaucoup de fleurs et qui pollinise les autres. Donc, pas oublier ça. Surtout si vous mettez des variétés un peu bizarres, un peu rares, je veux dire plus... Ouais, et en plus c'est beau. Et les fruits sont comestibles, hein. Il y a des pommiers à fleurs que j'ai mis. Il y a des fruits qui font 3-4 cm de diamètre. Vous faites des confitures, même pour manger comme ça, c'est bon. Et même si on ne les mange pas, c'est joli, très joli. Hein, l'herbe en lui-même, les fruits rouges, la floraison. Et après, ça fait de la nourriture pour les oiseaux l'hiver. Hein, donc, je vois, il y a toujours l'intérêt. Sauf dans les jardins trop petits, qu'il faut vraiment choisir, qu'on sait mettre quelques arbres. Hein, mais au plus petit on met les arbres, au moins on met les arbres, au plus il faut les choisir. Pour avoir une pollinisation. Par exemple, les poires, il faut absolument une pollinisation croisée. Ça veut dire, un tout seul ne produit pas, hein, les arbres. Il faut des autres. Hein. Et même dans les groseilliers, dans les framboisiers, qui sont en partie autofertiles, on dit toujours, tous les arbres en partie autofertiles. Donc ils vont donner des fruits, framboisiers, machin, mais beaucoup moins beaux que s'il y a des variétés différentes et qu'il y a une pollinisation croisée. Ça, c'est absolument certain. Donc, toujours intérêt à avoir une pollinisation croisée. La présence de ruches, ça peut aider aussi? Non, pas beaucoup, non. Ça change non. Mais la présence de gros tas de bois, de gros tas dans le jardin, pour favoriser les abeilles solitaires, les abeilles sauvages et les bourdons, ça oui. Parce que 9 fois sur 10 par ici, donc, je parle par ici, hein, je parle pas, ça dépend du climat, mais par ici, les abeilles à miel, les abeilles ruches, sortent quand le soleil est là, hein, au-dessus de 18 degrés, hein, sinon ils ne sortent pas. Hein. Et bien souvent, comme cette année, ils ne sont jamais sortis si on attendait après les abeilles à miel pour polliniser, hein, pour la plupart des fruits, c'est pas pollinisé. Hein. Donc c'est les abeilles sauvages, solitaires, ou les bourdons, et pour ça, pour eux, il faut des refuges l'hiver. Donc il faut des gros tas de branchages, des gros... voilà. Et donc là, ils vont trouver c'est ça qu'il faut multiplier, les abeilles solitaires. Et d'après, j'ai lu, c'est pas toi qui c'est qui va l'amener? C'est toi, je pense, hein? Le livre de Marc Bonfils, ouais. Une abeille solitaire, qu'on appelle une abeille. Hein,
ça vit par petites colonies. On appelle solitaire, l'abeille sauvage. Maximum, c'est 50. Mais c'est surtout autour de 20 sujets. Pollinise 50 fois plus que 60 fois. En tout cas, ah ouais, je sais plus, mais ça m'a étonné le chiffre. Plus que les abeilles domestiques. Donc il faut favoriser absolument, mais quand vous avez un jardin là, tout net, tout propre, tout bazar, voulez-vous qu'ils aillent les insectes, les bêtes, les abeilles, ouais. Mais donc il faut mettre de l'eau dans le jardin, pour les oiseaux, pour le manger, de l'eau, et des tas de branchages, avec les cannes de topinambour, de maïs, de tournesol, puis plus les grosses tailles, des arbres, les gros troncs et tout. Donc on fait des gros monts, et ça c'est, chacun va trouver là-dedans, hein, les abeilles, les bourdons, même les crapauds, les grenouilles, tout, hein, au lieu d'acheter des hôtels à insectes, faut faire quand même. Hein. Les insectes sont tellement devenus cons en zone occidentale qu'ils ne savent plus faire eux-mêmes. Il faut nous-mêmes faire les trous pour eux. Hein. Oh, mais ça, quelquefois, ça devient un ridicule quand même. C'est quand même tout ça. Débile. Ouais. Ben, on fait croire aux gens. Ben oui, c'est de bonne foi, c'est ça. On prend la bonne foi des gens, on dit voilà, il faut ça. Ben non, tu te laisses un gros tas de bois. Chacun va trouver là, ce qu'il faut pour faire son truc. Ben, ouais. À condition qu'il y ait beaucoup de choses. Ouais. Il en faut autant qu'ici ou c'était... Hein? C'est derrière. Ici. Sur des tas de bois, il en faut autant qu'ici. Pardon? C'est nécessaire d'en avoir autant que dans votre jardin? Des tas de bois. Oui, bah non. Il y en a beaucoup, hein? Il y a beaucoup, ouais. Je pense que ce n'est pas absolument nécessaire. Mais si je ne fais pas d'état, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce bois? Bah ouais. Je dis, j'ai fait beaucoup de taille l'année passée et l'année d'avant. Parce que les arbres, donc de ce fait-là, j'ai eu beaucoup de bois. Mais ordinairement, je n'ai pas autant de gros bois. Mais là, tous les arbres qui commençaient à monter, les gros, j'ai rabattu, j'ai fait pour la mettre dans la lumière partout. Et donc, de ce fait-là, j'ai beaucoup de bois. Mais dans les années à venir, j'en aurai un peu moins. Mais, alors, c'est une option aussi, parce qu'on pourrait très bien acheter une machine à faire du broyat. Mais je trouve qu'une machine à faire du broyat, c'est encore une fois comme l'hôtel à insectes, on court-circuite la vie. On a étudié que dans les forêts, avant, le bois mort, le bazar, tous les arbres morts, et tout ça, et tout ce qui était malade, on évacuait, hein, on brûlait, on faisait. Maintenant, on laisse tout. Hein. On sait très bien qu'en laissant tout, ça va favoriser tout plein de champignons, tout plein d'insectes qui, eux, vont protéger la santé de l'autre bois. Hein. C'est contraire de ce qu'on pensait. Hein. Ah ben, dans le jardin, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas court-circuiter. Hein. Le moins possible court-circuiter ce que la nature a fait. Quand on laisse des troncs, des gros bois, des bois, tout ça, ah ben, il va venir tout plein de champignons, tout plein d'insectes, tout plein de bactéries qui vont détruire ça. Mais ça, c'est la nourriture d'autres et tout. Donc, il faut refaire le cycle. Donc, quand on en fait du compostage en tas, on court-circuite. Quand on fait de broyer, on court-circuite. Je ne veux pas dire ça. Mais tout dépend des circonstances. Chacun, selon ce qu'il peut avoir, doit choisir. Quand tu as l'occasion d'avoir des quantités de BRF, hein, de bois, ben, tu ne vas pas cracher dessus. C'est ça, il faut employer tout. Mais le faire exprès, comme une doctrine, comme un machin, non, il faut réfléchir, parce que ce n'est pas nécessairement bon. Hein, que quand tu le fais, le truc, c'est beaucoup mieux. Les gros tas, ils vont mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour décomposer selon ça que ça comporte. Mais en attendant, c'est une vie formidable hein, qui va s'établir là. Hein. Même certains oiseaux, on fait, enfin, c'est toute une vie et on ne court-circuite pas la nature. On fait donc tout plein d'insectes qui sont la nourriture des oiseaux qui mangent cette nuit. Enfin, c'est tout un. On est loin de comprendre. Donc on fait comment je dis ça? Tout ce qui pousse dans un jardin, enfin tous les insectes, tout ça, c'est incroyable. Et ce qui est curieux, j'ai remarqué au cours des ans, c'est que quand on met une plante qui n'a jamais eu, vous allez voir, peut-être dans votre jardin, moi j'ai mis des plantes qui venaient du Japon, de Chine, des semences, des machins, je suis sûr qu'il n'y a jamais personne. Ah ben, après quelques années, les insectes correspondant à cette plante sont là. C'est tout de même assez extraordinaire. Ah ouais, c'est le mieux fait que... Ah ouais, c'est fou même. Ouais. Mais enfin, après quand on sait que le Sahara, par exemple ici, 2 fois par an, on a les poussières du Sahara, hein, le sable, hein, au moins 2 fois par an. Hein. Les grosses tempêtes de sable du Sahara, donc viennent ici, donc le sable tombe. Donc avec tout plein de plantes, d'insectes, de tout. Donc le tourbillon dans le monde entier, ça voyage les nuages. Donc on a de tout, hein. Et donc les insectes tombent comme ça
tout à coup, tac, il dit, oh, voilà ma plante de Chine, oh, puis, je vais m'établir là, ah ben ouais, sinon ça disparaît, ah ben ouais, je suppose que c'est comme ça, c'est pas, mais enfin, comment je te veux faire, ouais, voilà. Mais c'est ça, c'est curieux. Et donc, tous les ans, dans le jardin ici, je vois des insectes que j'ai jamais vus avant, et des plantes aussi, tous les ans. Des plantes, il y en a encore quelques-unes cette année, que j'ai encore cherché le nom, que je n'ai pas les pétoliers, que je ne sais pas ce que c'est. Alors bien sûr, je les laisse, hein. Sitôt que j'ai le temps, je vais voir ou bien quelqu'un qui connaît, hein. Il y a toujours des gens qui connaissent, là. Mais il y en a plusieurs, là. Cette belle plante, là, hein. C'est Roland, là, de voir ce que c'est, là. Cette espèce de chardon, là. Magnifique plante avec des épines. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ouais, hein. Voilà. Donc c'est ça. C'est un jardin de découverte. Quand on fait un jardin de permaculture, ça, les plantes, ah ouais, c'est découverte tout le temps. Hein. On n'est jamais au bout de... On n'a jamais fini les découvertes. Et c'est gai. Hein. Et alors, mais le plus dur, j'ai quand même dit le plus dur, celui qui se lance là-dedans, il doit savoir à l'avance. Le plus dur, c'est d'arriver à bouffer tout. Hein. Autant moi, je suis un mangeur, je ne recule pas devant rien. Hein. Mais là, j'arrive pas. Mais ensemble, c'est bien, hein, parce qu'il faut faire appel à sa famille, à ses copains, pour les côtés, pour bouffer. Hein, mais on n'arrive pas à bouffer tout. Hein. Alors que ça peut être comment on appelle ça, un manque de... non, pas un manque d'appétit, mais... Donc il faut absolument être partageux. Sinon, il ne faut pas commencer la permaculture. Ça produit tellement, il faut... Petite question. Il y a quelques années, sur un reportage que j'ai vu sur le net, vous parliez de concurrence favorable sur vos arbres. Ouais, maintenant, vous parlez de les associer. Ah, toujours. Hein. Ah, mais l'association... Concurrence favorable, ce serait mettre prunier, poirier, cerisier, et ainsi de suite. non. À savoir chaque concurrence espèce différente. Concurrence favorable, c'était entre les arbres et les légumes. D'accord. Pas entre les arbres, entre eux, non. En sachant que une plante, ces exudats sont toxiques pour la même plante. Oui, à la longue, hein. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, hein. Pour moi, c'est tout de suite. Ah non. La plante fait des sécrétions pour faire son espace vital. Oui. Donc pour détruire les autres plantes qui viendraient, ce machin. Et donc, qu'elle s'empoisonne elle-même, ça c'est selon le nombre d'années. Il y en a qui mettent 1 an, 2 ans, ça peut mettre 10 ans avant de s'empoisonner. Donc l'agressivité des sécrétions qu'elle émet dépend des plantes. Oui. Donc c'est pas tout de suite, hein, non. Mais ce qui est poison pour machin... compétition alimentaire. Mais le poison qu'ils émettent, les sécrétions, c'est là qu'il faut choisir. Il faut mettre à côté des plantes pour qui c'est le... Mais il est plus simple de ne pas mettre la même espèce, mais justement ces poisons qui vont... Je comprends pas. Il serait plus judicieux de ne pas mettre la même espèce pour éviter d'avoir les poisons de l'un qu'empoisonne son frère, la même espèce. Il serait peut-être plus judicieux de garder que des espèces séparées à chaque fois, pour éviter d'avoir... Ouais, je comprends pas. Non. Si éviter que 2 poiriers plantés trop près l'un de l'autre s'empoisonnent l'un Ah, l'autre. ouais, mais de toute façon, les poiriers, ils mettent 30 ans pour commencer à sortir les causes de l'empoisonnement pour eux. Et même quelquefois plus en bio, je pense qu'on peut doubler le chiffre. Parce qu'il y a beaucoup plus doux, il n'y a pas autant d'agressivité. Parce que normalement, il disait, un arbre pastige, pommier, poirier, c'est 25 ans maximum. Moi, j'en ai qui ont 45 ans et qui sont partis comme des nouveaux. Les taillés, ils sont... Donc, c'est pas... Mais, alors, on ne peut pas le mettre... on ne peut jamais le mettre à un pommier, quand il y a un pommier qui a été là pendant 25 ans, 30 ans, on ne peut pas le mettre à un pommier à la même place. Parce que celui qui était là, qui a résisté à son poison, et puis qui est mort, on ne sait pas, de toutes sortes d'affaires, ou qui ne va plus donner, si on met un autre à la même place, le poison est présent, et l'autre n'a aucune chance. Celui qu'on met à... Donc il faut changer de variété. On peut mettre un poirier là où il y a un pommier, changer de... Ça, oui. Mais aussi la concurrence, que je n'ai pas parlé aussi, c'est une concurrence favorable. C'est-à-dire que quand on fait tout mélanger comme ça, les légumes qui sont mis au pied, par exemple les choux, les laitues, au pied des arbres, donc entre deux et tout ça, prennent le surplus d'azote, qui serait un poison pour l'arbre. Donc eux, ils ont besoin plus d'azote. Donc ils prennent... Donc ça, c'est favorable. Donc ils rendent l'arbre plus faible, en lui prenant une partie de son azote, qui sinon, voilà. Je vois comme ça. Mais
c'est pas absolument comme ça, hein, ça dépend, tout dépend des circonstances. Hein. Mais moi, je vois comme ça, que c'est un bienfait. D'après ce que je vois, c'est un bienfait. Ni l'un ni l'autre ne souffrent, au contraire. Les herbes se portent le mieux quand il y a une concurrence qui est pas trop forte, hein, qui n'est pas énorme. Hein. Mais aussi, c'est aussi à revoir. Normalement, quand les ingénieurs agronomes viennent de Jambou, j'étais venu une fois, et celui qui s'occupait de la station fruitière, et ils avaient vu ce jardin, et a dit, normalement, dans ce jardin, il ne devrait rien avoir, tout devrait être mort depuis longtemps. Donc, aussi tassé, aussi dru, sans jamais aucune protection, je veux dire, après protection, aucun produit, ni cuivre, ni donc pas seulement du cuivre, ni cuivre, ni soufre, ni bien sûr pas tous les saloperies, là. Jamais. Il dit normalement, tout devrait être mort. Rien ne devrait pousser. Et c'est le contraire qui se passe. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Donc c'est pas le fait qu'il y a beaucoup qui pourraient nuire. Au contraire, ils peuvent céder la l'autre. Ça, c'est une question avec un grand point d'interrogation. Ici, en tout cas, ils ne se nuisent pas. Sauf qu'il y en a qui veulent être tout grands, qui font trop d'ombre pour les autres, ça c'est à réguler. Mais un jardin ne doit pas être comme ici. Hein. Moi, c'est mon jardin à moi parce que j'aime bien comme ça, être dans la jungle, être au milieu de la bouche. Mais il peut y avoir 5 fois, 10 fois moins d'arbres, et qui sont un peu plus grands, et qui auraient autant de production et autant d'engins. Moi, je ne sais pas résister quand je vois un catalogue, et que je vois une variété là, que je n'ai pas et qui est formidable. Alors, je l'achète et après je dois lui trouver la place. Hein, et ça fait 45 ans que je fonctionne comme ça. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas un problème théorique, hein, c'est un problème. Voilà. Et je suis toujours surpris. Quelle distance entre les arbres fruitiers, justement? Ah oui, mais ça, j'ose pas, moi. Non, je ne préconise pas de faire comme ici. Je le fais ici parce que j'aime bien d'avoir toutes les variétés, même si. Ouais, parce qu'au niveau de la production, j'ai pas plus parce que je mets 3-4 fois plus de fruitiers. S'ils ont un peu plus de place, ils vont produire un peu plus de fruits. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est de goûter toutes les variétés, le maximum de plaisir en somme. Voilà. Ah ouais, c'est un plaisir. Hein, Sinon, quelle distance? Ouais, je pense que le mieux, alors, si on veut beaucoup de légumes et des fruits, l'idéal, c'est comme à Albec. Hein. C'est des bandes de 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, avec des rangées fruitières, tous les 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Ça, c'est le maximum de rendement au niveau des arbres et au niveau des légumes. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Mais ça, c'est mieux Albec pour genre maraîcher ou genre les gens qui veulent travailler ensemble, hein, donc des grands jardins, là, ils doivent. Là, c'est mieux. Beaucoup de, mais moi, ici, c'est un jardin personnel. Donc, chacun doit faire un jardin personnel comme il aime bien. Donc là, je veux dire, c'est pas un modèle ici. Ici, ça montre que rien n'est impossible. Ouais, en somme, c'est ça. Hein. Ça veut dire que rien n'est impossible. Ce qu'on croyait avant, c'était impossible, c'est pas vrai. On peut tout cultiver comme ça, c'est fait, avoir tout. Et donc, c'est possible. Mais que c'est l'idéal, non. Moi, j'aime bien comme ça, mais il y a des gens qui n'ont pas. Par rapport au potager, vous parlez? Oui, l'ensemble, oui. Les arbres entre eux. Entre deux lignes d'arbres, là, il parlait. Non, entre Les arbres entre eux, c'est 10 mètres? Ah non. Des haies fruitières, hein. Ah non, et les arbres à 1,50 m, hein. Sur la bande, hein, faites des vraies fruitières. Ah oui, là, 1,50 m, ça c'est bien, hein, ouais. Ouais, et peut-être un peu plus que, si c'est des arbres à noyaux, par exemple, 2 mètres, 2,50 m, par exemple, des pêchers, des pruniers, des cerisiers, ont besoin, là, 2-3 mètres, un peu plus de distance. Mais par exemple, poirier, pommier, 1,50 m. Mais après, je parle entre deux des bandes, alors qu'on coupe dans tous les sens. Pas seulement, donc il y a des bandes de 8 mètres, de 10 mètres comme ça en long, donc il y a les haies fruitières tout, hein, qui bordent, mais dans la bande elle-même, on coupe avec des groseilliers, avec des framboisiers, avec des... On peut donc faire des parcelles, pas des grandes parcelles comme ça. Il n'y a rien de pire que, je veux dire, pire au niveau de la vue, au niveau du moral, tout que des grandes parcelles. Tu as l'impression que c'est un boulot que tu ne vas jamais arriver au bout. Oui, hein. Tandis que quand c'est limité, tu te dis, ouais, ça c'est facile, je vais le faire. Mais c'est vrai, psychologiquement, c'est important. Hein. Quand tu as une grande bande, tu te dis, il y a du boulot. Tandis que quand c'est coupé, quand c'est des parcelles, on te dit, ouais, pas de problème, là, je vais faire une parcelle là, une autre là, et sinon ça paraît. Et c'est plus beau aussi, plus beau et plus productif et plus joli et tout, voilà. Là, ouais. Mais ça, c'est chacun qui doit faire selon son. Mais je trouve qu'au plus petit le jardin est, au
plus, il faut faire genre ici. En plus, il faut le bouler. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Bah oui, cultiver le maximum. Hein. Bah ouais, donc, il faut chaque fois s'adapter. Permaculture, c'est aucun modèle. Il faut accepter aucun modèle. Chacun doit réfléchir selon ce qu'il sait, ce qu'il veut, ce qu'il fait. Mais ça montre ici que tout est possible. Ça, oui, que tout est possible. Même ceux qui disaient que c'était impossible, tel affaire. Non. Et de plus en plus, on s'en persuadé que... Ah, ouais. Et tu n'arroses jamais. Ah non, jamais. Jamais le jardin. Sur l'arrosage, c'est dans la scène couverte. Mais hein? Il y a des tuyaux, on dit. Sur Internet, il y a un Hollandais qui fait le même genre de jardin que vous. Il va dans la forêt, il fait un grand trou dans son jardin. Ouais. Il met des troncs d'arbres, des vents. Ah ouais. Vous l'avez déjà vu? Ouais, j'ai sa cassette là. Ah, elle est pas mal. Il travaille à pieds nus. Là, il est un peu zaza, là. Non, mais ça pousse, hein. Mais je vais venir comme ça, c'est bon, hein, quand je vois le mec, il est venu comme ça, une grande barbe, un grand bandana, une culotte à peine. Je pense que sa culotte, il l'avait mis pour la télé. Hein, sinon, il doit couler tout nu. Hein, c'est bon. Ça fait 205 et ça. Mais tout est valable, tout est bien. Le tout, c'est quelqu'un se sent heureux. Là où il vit, qu'il fait, bien sûr, ça contente son boulot. Ouais, c'est ça. Hein. Et le reste, il faut un petit brin. Hein. Je trouve pour être heureux dans la vie, il faut un petit brin quelque part. Hein. Sinon, si tu vois la réalité telle qu'elle est, c'est pas gay. Hein. Oh là là, un petit peu. L'herbe de tonteau-pied des tomates. Pardon? L'herbe de tonteau-pied des tomates. Ouais. C'est bon dans la serre. Hein. Des tentes de pelouse? Oui. Ah ouais, etc. Oui. Mais le mieux, c'est le fumier. Oui, mais je veux dire comme maintenant. Oui, mais si vous pouvez avoir du fumier de cheval, une grosse couche de 20-25 cm. Une fois que les tomates ils sont grosses. Le problème du fumier de cheval, c'est que ça ramène des mauvaises herbes. Du liseron. Ouais, mais les mauvaises herbes, c'est bien fait. Hein. Ah, mais du liseron. Ah, du liseron? Qui c'est qui a dit ça? Le fumier de cheval, il ramène du liseron? Oui. On a eu ça. Mais c'est où ça? Vous habitez où? À Mouchin, mais on a... Où ça? À Mouchin. C'est où ça? Près de Orchy. Ah ouais, ça m'étonne pas. Non. Mais le liseron, c'est une ordure qui prouve que la terre est fertile. Ouais. Mais il suffit de tirer. Mais le problème, c'est quand on l'enlève, ça a des racines et puis... Ah ouais, mais ça va. C'est une des plantes qui va le plus profond. Alors, vous voulez vous en débarrasser? Vous voulez que je vous donne un truc pour débarrasser? Alors, pour débarrasser du lison. Mais le lison, c'est bon, hein, c'est beau. Ça fait des belles fleurs, je dis, il faut pas... On tire, ça contient beaucoup parce que ça va chercher très profond et ça remonte les trucs. Donc, tirer et laisser comme anglais. Mais si on veut s'en débarrasser, un seau, un truc de la volume d'un seau. Un seau, une casserole, n'importe quoi, un seau. Faire un petit trou en haut. Un tout petit trou. La grandeur d'un... ouais, comme ça, là. Pas plus grand que ça. Un petit trou comme ça. Et puis mettre sur le liseron. Alors, parce que si vous mettez sans trou, le liseron, il va s'arrêter de pousser. Mais quand vous tirez le seau, c'est parti, c'est reparti. Tandis que si vous laissez un petit trou comme ça, le lison, il va continuer de vivre. Il va remplir tout le seau. Ah ouais. Il va tout vider complètement. Là, il est mort. Ah ouais, il va se vider dans le seau. Dans le seau. Ah ouais. Et après, vous videz le seau. Et si vous le tirez de temps en temps le seau, et que vous allez pisser dessus, ça va coller des... Ah ouais. Donc si on pisse sur le seau, le seau va être plus plat. Non mais, faut pas oublier, l'urine déjà, si vous faites un purin végétal ou n'importe quoi, c'est le meilleur engrais qu'il y a, c'est l'urine humaine, hein. C'est celle qui contient le plus d'oligo-éléments. Ça et les algues marines. Contiennent donc l'urine, il faut un coin du jardin ou bien un bassin ou quelque chose, faites votre purin, un endroit, si c'est possible, vous allez pisser parce que ça... non, mais moi je pisse chacun à leur consommer des tomates. Alors, pisser une fois, deux fois un endroit, c'est un engrais formidable. Quand vous dépassez ça, ça devient un herbicide incroyable. Lundi, c'est le premier trait de tomate. Ça peut être violent, mais... Lundi, c'est le premier trait de tomate. Mardi, c'est le deuxième. Mais alors ce qui renforce encore plus la bonne urine, c'est la bière bio. Hein, il faut quand même alimenter le robinet, hein, la bière de Bruno, la bonne bière bio. Bruno, et alors, la cloque du péché, il posait des questions. Alors, aussi, mais ça fait partie, pour régénérer, pour quelqu'un, un arbre qui traîne, on parle des arbres, mais ça peut être pour les plantes aussi, hein. Mais les arbres, tout ça, qui ne poussent pas bien, par exemple, qu'ils ont, même si le ton, si les autres, ils viennent vert, ça reste un vert jaunâtre, hein, donc ça
pas bonne assimilation, ça ne pousse pas bien, c'est les déchets de lait, tout ce qui est laitage, tout ce qui est bière, tout ce qui est vin. Donc tous les restes, enfin, je dis les restes parce qu'il ne faut pas gaspiller, je veux dire, les gens ont toujours des restes quelquefois de bière, de lait, donc tout ce qui a fermenté. Donc le lait, donc s'il n'y a pas fermenté, qu'il y a des restes, il a commencé à fermenter les yogourts, les battus, n'importe quoi, tout ça, eh bien fermenter, diluer 10 fois son volume d'eau dans l'eau et arroser avec ça les plantes. Par exemple, pour les plantes d'intérieur, pour nourrir les plantes d'intérieur, c'est formidable. Donc les plantes d'intérieur, il faut faire très attention, tout ne va pas bien. Donc les déchets. Ça, c'est la recette des Anglais pour avoir des légumes de foire, des légumes de concours. Ah oui, tous les semaines, ils arrosent avec les potirons. 650 kilos, hein, potirons en Angleterre. À la Guinness. Ouais. Un oignon. Mais là-bas, ils n'ont pas de vin. Oignon, 5,5 kg. Un poireau, 7 kilos. Donc c'est les concours. Je regarde tous les marchés anglais. Alors j'ai une fois vu le truc avec quoi? C'était avec tous les restes. Mais eux, c'est pas seulement les restes. Hein. Ils font esprit pour avoir tous les semaines arrosé avec ça, pour avoir des légumes géants comme ça. Et donc, jetez surtout pas les restes de lait, de garder ça avec de l'eau et pour des plantes qui traînent comme ça, qui ne sont pas en bonne santé, et surtout pour les plantes d'intérieur. Les plantes d'ornement, avec ça, c'est formidable. Rincez votre bouteille de lait avant de la jeter et versez dans votre pot de fleurs. Ouais. Et diluer avec de l'eau, mais même comme ça va. Mais c'est parce que tout seul, dans l'état comme ça attire les mouches. Hein, ça dépend. Et donc diluer dans l'eau et mettre tout là. Et pour revenir à la cloche du péché. Le seul remède vraiment efficace, et encore il n'y a pas de remède 100% efficace, c'est l'ail des ours, l'ail des bois, autour. Des plantations d'ail autour des pêchers. C'est le seul. Mais cette année, j'ai pas évité, il y en a, mais quand on a une bonne terre vivante et tout, la croque, elle disparaît. Et elle vient, et puis disparaît, les nouvelles feuilles, ils sont déjà en train, ils ont pris dessus déjà. Et ça ne fait pas tomber les fruits. Mais quand la terre est pas riche, pas bonne, ça met longtemps pour refaire des feuilles, et alors les fruits sont plus alimentés et tout, ils meurent. Ou bien même l'herbe, il meurt. Mais le plus efficace, c'est l'ail des ours en permanence. L'ail des bois, l'ail des ours. Vous faites des sécrétions pour lutter contre les maladies. Du lait fort au pied aussi. Ah oui, du lait fort aussi, j'ai lu ça. Ouais. Mais voilà, ça c'est plus... Mais cette année, j'en ai quand même eu, mais pas, j'ai vu les fruits... Sur 2 péchés, j'en ai un qui l'a, l'autre qui l'a pas. Oui, aussi ça. Bon, les pêchers qui sont... J'ai 2 pêchers à partir de noyaux sauvages, donc tout à coup ils ont poussé tout seuls, ceux-là ils ont rien. Et les autres bien. Donc il y a des grandes différences entre les variétés, bien sûr. Comme les tomates, il y en a qui sont presque résistantes totalement au milieu, mais il y en a qui au premier coup, ils sont les patates. Les pommes de terre, ça commence à être bien. On commence à avoir de plus en plus des variétés vraiment résistantes au milieu. Et la tomate, est-ce que vous préconisez de l'arroser au-dessus ou bien avec des bouteilles qui vont dans le sol? Non. Pas avec des bouteilles, non. Non. Arroser au-dessus? Et pas au-dessus, pas arroser au-dessus. Au-dessus de la terre, quoi. Mais... Non, et pas comme ça. 5 litres en un coup par semaine, minimum. 5 litres en un coup par semaine? En une fois, au pied. Pas de goutte à goutte alors? Non, pas de goutte à goutte. C'est goutte à goutte, les racines ils vont rester tout à fait superficielles. D'accord. Si vous mettez 5 litres d'un coup, l'eau va rentrer et les racines ils vont aller aussi. Et s'il fait chaud, même plus. Mettre une grosse couche de paillage de toutes sortes. Aussi, oui. D'abord ça, qui perd pas, d'abord le fait qu'il ne perd pas son humidité. Dans tous les domaines, c'est d'abord ça qu'il faut faire. Moi, j'arrose jamais le jardin, jamais. Mais il y a une telle couche d'humus et de machin que l'humidité, elle reste, il n'y a pas de problème. Du coup, bon, ben, encore 5 minutes et on arrête. Oui. Même quand vous plantez un arbre, vous ne l'arrosez pas? Les arbres, si, je pense si. Ouais. À la plantation des arbres. Sauf s'il y a la pluie qui va venir les jours d'après. Et suivre l'année qui suit avec de temps en temps un seau d'eau. Oui. Et l'année qui suit la plantation des jeunes arbres, il faut l'avoir à l'œil. S'il ne peut pas assez, ça, une année, l'année qui suit, il faut garder, la terre doit toujours être humide. C'est là qu'il y a plus de plantes. C'est juste. Mais on peut, pour parler d'autre chose, dans mon jardin, je pique tout à sec. C'est pas seulement arrosé, mais tout est repiqué à sec. Il n'y a jamais d'eau au repiquage. Ni des poireaux, ni des laitues, ni des choux, ni rien. Tout est repiqué comme ça. En bec aussi, depuis des années. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien.
Ah oui, oui, oui. Concentration d'humidité. Ouais, C'est ça, et la terre fertile. Non, non, mais les plantes deviennent aussi plus résistants. Hein. Pendant une paire de jours, ils vont être un peu de misère, mais alors ils ne sont pas attaqués par les limaces ni par les oiseaux, parce que c'est pas appétissant. Et après, ils repoussent, ils sont costauds. Hein. Il n'y a pas de peste, hein, contrairement à ce que les gens ils pensent. Rien, hein, beaucoup moins qu'en arrosant. Hein. Et donc c'est encore toujours recherché, jardinier paresseux, le moins, plus de plaisir possible, le moins de boulot. Et généralement, ça paye. Généralement, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est comique, mais c'est comme ça. Ça va dans le sens de la nature. Vous n'avez pas de limaces quand vous plantez les plants de salade? Si, si, de temps en temps, ouais, ouais. Bah, c'est bon. Ouais, ouais. On les bouffe. C'est bon, c'est la nourriture pour mes poules. Hein. Ouais, ouais. Donc il faut mettre... Oh, j'ai déjà dit tantôt, ouais, j'ai déjà dit ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc les limaces, permaculture, c'est toujours transformer un mal en bien. Quand on ne sait pas, quand on voit quelque chose, toujours réfléchir comment on peut transformer. Ben, les limaces, c'est bien. C'est une bonne nourriture protéinée. C'est malheureux de le gaspiller. C'est un bon engrais aussi. Hein, donc, alors, le son de seigle, ou bien le son de céréales. Mettre une cuillère à café, par-ci, par-là, dans le jardin. Couvrir. Par exemple, vous mettez couvrir avec un pot, une casserole, qui a juste comme ça les limaces qui s'avalent en dessous. Plus grand que ça. Hein. Les limaces vont venir parce que c'est un appât formidable, ils vont être attirés par ça. Et ils vont rester en dessous parce qu'ils sont protégés des oiseaux. Et puis vous allez relever vos pièges, comme vous voulez, tous les jours, tous les 2-3 jours. Et les limaces bien dodues, bien nourries. Et puis pour vous donner aux poules, c'est formidable, une bonne nourriture. Voilà. Non, non, mais ça marche. C'est pas de la blague. Hein, mais si vous n'avez pas de poules, de canards, de bazar, enfin, vous les tuez, ça devient c'est de l'engrais. Hein. Ouais, ouais. Vous mettez dans votre purin végétal, hein. Les tuer et mettre dans votre purin végétal. Vous sortez le soir vers 10h30, 11h, quand il fait bien noir, avec votre lampe de poche, et vous allez ramasser toutes les limaces qui sont là. Les petites cloches. Ça 2 ou 3 jours, et vous avez déjà éliminé 9 dixièmes de vos limaces. En faisant quoi? On les ramasse avec la lampe de poche le soir. Ah ouais. Mais moi, mon syndicat m'interdit de me lever trop tôt et d'aller trop tard. Il y a ça à coup en jeu. Gilbert, pour revenir à la taille, moi j'ai un petit pommier, il n'est pas plus grand que ça. Ouais. Et il y a 2-3 ans, pour l'instant, il y a eu quelques fleurs, c'est tout. Et les branches, elles ont commencé très bas. Et j'ai 2-3 branches comme ça qui, j'en sais rien, c'est un truc que j'ai eu à la distribution des arbres. Et ça pousse comme ça. Souvent, c'est des cadeaux empoisonnés. De la greffe, alors j'ai envie de tout couper. Mais ils ont été greffés, donc. Mais j'en sais rien. Non, on voit, il y a une tasse. Faut faire une photo. Ouais, on voit quand ça a été greffé. Il y a une bouboule. Hein. Ton téléphone, tu fais une photo avec ton téléphone. Parce que là, je ne sais pas si je taille ou si j'attends. Ah non, si c'est faible comme ça, non. Hein. Il faut plutôt l'alimenter avec du lait ou de la bière pour donner un... Ouais. Mais parce qu'il fait des tiges déjà. Oui, mais normalement, il faut empêcher de sa part de la greffe en dessous. Ouais. Donc il faut voir, il y a une boule quelque part entre racine et un petit tronc, puis il y a une boule et puis il y a l'herbe. Alors, si ça pousse en dessous, c'est peut-être ça qui empêche l'herbe. Parce que, faut tirer ça pour que... À mon avis, il pousse en dessous de sa greffe. Ah ouais, c'est ça. Ça prend toute l'énergie. Ça sert à rien que je commence à couper en haut pour dire ah non, il faut d'abord... Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, j'ai plus de questions. Merci pour les fruitiers en fait. Quand vous disiez qu'il faut couper les bourgeons terminaux, c'est tous les bourgeons sur l'arbre ou seulement sélectionner les bourgeons?